c'est pas le pouvoir du peuple pour servir une minorité d'élite qui s'accroche bec et ongle à leur siège, à leurs Marocains, puis à leur limousine, puis à tous leurs privilèges. Bon, ben, malheureusement, c'est ça la perception que les gens ont en France. Puis pas uniquement en France, mais dans d'autres pays européens. Donc, à terme, ça, c'est une bouilloire qui pourrait faire exploser en tout cas, qui, en ce moment, clairement, mène à une érosion de l'esprit démocratique en Europe. Puis si ça ne cesse pas, vers quoi ça va mener, je ne sais pas, mais pas quelque chose de très joli. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, un nouvel invité, je suis très content de le recevoir pour cette fois-ci en vrai, en chair et en os, c'est pas à travers une webcam. On a Jean-François Caron, professeur de sciences politiques à l'université au Kazakhstan, que maintenant, je crois qu'il y a eu une promotion, là maintenant t'es rendu en Arménie, mais aujourd'hui, t'es au Québec avec nous autres. En personne, à Montréal, oui. Un gros merci d'être là. Ça fait plaisir d'être ici. C'est super apprécié. Fait que c'est ça, dans le fond, tu sais, dans la présentation que je t'ai fait, tu veux-tu me corriger? Puis c'est quoi ta promotion? C'est quoi qui s'est changé dans ta vie? Non, ben cette année, j'ai une chaire professorale à l'Université américaine d'Arménie qui est issue d'un fonds de dotation de l'Université de la Californie, Berkeley, qui à chaque année finance le salaire d'un professeur invité. Puis cette année, en 2025-2026, c'est moi qui a été choisi. C'est très cool, ça, man. Après 10 ans à Astana, ça fait du bien de voir autre chose. Puis une vraie ville aussi. Je dis une vraie ville parce que, tu sais, Astana, si tu regardes les images en ligne, c'est une ville qui a été construite il y a 25 ans à peine. Là. Ils ont déplacé la capitale du sud du pays à Astana, qui est une espèce de village à l'époque, il y a 25 ans, puis on construit la ville là, à partir de rien. Donc, c'est une ville au milieu de la steppe. Là. Tu t'imagines en avion, quand tu te poses, tu vois un cercle de lumière au milieu de nulle part. C'est la ville. Fait que c'est une ville artificielle. C'est une ville planifiée comme Brasilia au Brésil ou Canberra en Australie. Mais Yerevan, la capitale de l'Arménie, c'est une des plus vieilles villes d'Europe. Une ville qui a été occupée de façon ininterrompue depuis des milliers d'années. C'est aussi le berceau du vin, du cognac aussi. Donc, ville très agréable. Ah oui, c'est ça. Tu m'en as donné un petit échantillon, ça aussi, en cadeau tout à l'heure. Ouais. Écoute, pour la petite histoire, il y a une distillerie qui s'appelle Ararat à Yerevan. Et Churchill, qui était un fin connaisseur de cigares et d'alcool, c'est devenu son cognac favori, à tel point que Staline, pour lui faire plaisir, régulièrement, à tous les mois ou à tous les 2 mois, lui envoyait des caisses de bouteilles de cognac Ararat. Puis à un moment donné, Churchill a réalisé que la qualité du cognac déclinait, que c'était plus comme avant. Fait qu'il l'a dit à Staline, il dit, écoute, il y a quelque chose avec le cognac, il me semble qu'il est moins bon qu'auparavant. Staline a fait ouvrir une enquête pour savoir ce qui se passait, pour découvrir que l'ancien distilleur en chef de la distillerie avait été déporté au goulag, puis qu'il avait été remplacé par son second, qui avait moins de talent que le premier. Moins d'expérience. Fait que Staline a demandé à faire enquête pour retrouver le gars, dans quel goulag il se trouvait. Ils l'ont trouvé, il était toujours en vie.
Puis ils ont demandé, écoute, tu peux-tu nous donner la recette de ton cognac? OK, ils l'ont même pas ramené. Le gars a fait, écoutez, je m'en souviens pas. Moi, j'improvise, je suis un poète. Ouais, c'est ça. Il a joué ses cartes. Là. Ils l'ont sorti du goulag, ils l'ont ramené à Yerevan, puis la qualité du cognac est revenue à ce que c'était auparavant. Mais comme quoi que l'alcoolisme sauve des vies. L'alcoolisme a effectivement sauvé la vie de ce gars-là qui aurait fini une balle dans la tête au goulag autrement. Mais c'est ça, là t'es titre avec nous autres, puis comme je t'avais déjà dit dans les messages quand on se parlait, je veux avoir ton opinion, ton analyse sur des sujets de l'actualité, puis un des sujets que je t'avais proposé, c'est Donald Trump. C'est ça, j'aimerais ça que tu me dises, mettons, c'est quoi ton interprétation, ton analyse de ces 1 an, parce que là, ça fait environ 1 an, un petit peu plus qu'un an qu'il est au pouvoir. Puis, c'est ça, c'est quoi c'est bon, c'est quoi c'est mauvais coups, c'est quoi ton interprétation? Écoute, j'ai fait un podcast avec Stéphane Bureau il y a une couple de semaines, puis c'est exactement comment on avait commencé le podcast. Ah ouais. Puis je dis, tu sais, quand tu es un analyste politique, faut que tu analyses objectivement ce que les gens font. Fait des fois, ils font des bons coups, puis des fois, ils font des coups qui sont un petit peu moins bons. Fait que le problème, quand tu fais de l'analyse politique comme ça, si tu dis, écoute, par exemple, ce que Robert Kennedy, son secrétaire d'État à la Santé, a annoncé récemment, de vraiment couper dans les gras trans, puis faire en sorte que les Américains cessent d'être obèses, puis fassent un peu plus d'exercice, je dis, qu'est-ce que c'est de bonne initiative, bravo, là. Ouais, ça dépend pour qui. Super bon coup, là, de l'administration américaine. Tu dis ça, les gens qui détestent Trump vont dire, bon, c'est ça, pro-Trump, là. Ils vont applaudir tout ce qu'il fait. Par contre, ce qu'il a fait au Venezuela au début du mois de janvier, pour moi, ça pose problème. On pourra en reparler, ça pose problème. Mais tu dis quelque chose comme ça, là, t'as les gens qui sont pro-Trump qui vont dire, bon, ben là, il souffre du TDS, là. Fait que c'est un peu difficile de naviguer là-dedans. Naviguer là-dedans, mais tu sais, il faut l'accepter, là. Puis je pense que c'est ce que j'essaie de faire. Mais honnêtement, tu sais, Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche, regarde, il fait ce qu'il a dit. Pas de surprise pour personne, là. Il a dit qu'il allait déporter les immigrants illégaux. Il le fait. Maintenant, les gens peuvent critiquer puis dire que ça se fait pas d'une façon humaine, etc. D'accord, mais il l'a dit, il le fait. Il a dit qu'il allait redonner aux États-Unis la place que les États-Unis méritent. Donc, c'est ce qu'il fait avec ses politiques tarifaires, son protectionnisme. Ça a pour effet de forcer les compagnies américaines à revenir s'installer aux États-Unis. Mais ça fonctionne-tu, ça, par exemple? T'as des compagnies canadiennes, à cause des tarifs, qui ont décidé d'aller s'installer aux États-Unis pour pas avoir à subir justement le protectionnisme. Les tarifs. Donc, c'est un petit peu ça, son objectif, de faire en sorte que le secteur manufacturier revienne s'installer aux États-Unis. Puis d'une certaine façon, ça fonctionne. La balance commerciale au cours de la dernière année est redevenue avantageuse pour les États-Unis. Donc, on peut dire que c'est un bon coup de sa part. Par contre, pour les relations internationales, il a dit aussi qu'il allait régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Ouais, ça tarde toujours. Ça fait 13 mois, c'est toujours pas réglé. De toute façon, ça, c'était complètement utopique de penser qu'il pouvait régler ça en l'espace d'une journée, voire même de 100 jours. C'était le deuxième échéancier de 100 jours. Ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionnera pas non plus, à mon avis, cette année ou l'année prochaine. Là, ça va continuer encore des années et des années, ce conflit-là. C'est ça. Mais par contre, moi, ce que je déplore un petit peu, puis tu sais, ça s'est produit il y a quelques heures, là, les attaques contre l'Iran. Les frappes. Les frappes. Ils ont tué l'ayatollah Khamenei, le chef suprême. Ils ont tué un ancien président, Ahmadinejad, qui avait été derrière le programme nucléaire iranien. Ce qu'ils ont fait au Venezuela au début du mois de janvier, l'enlèvement de Maduro. Moi, lorsque je regarde des choses comme ça, je suis un peu un légaliste dans l'âme, puis je me dis, c'est dommage en quelque sorte, parce que ils n'ont pas utilisé les outils du droit international pour faire ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, ils ont normalisé le recours à la force comme étant une politique comme un moyen politique comme n'importe quel autre moyen politique. Puis pour moi, la violence politique, ça doit être utilisé en dernier recours. Puis surtout lorsqu'il y a un consentement de la communauté internationale. Bon, Trump n'a pas tué ce principe-là. À mon avis, c'est Bush en 2003, lors de l'invasion de l'Irak, qui a vraiment envoyé le signal au reste de la communauté internationale que si on voulait envahir un pays pour des raisons plus ou moins loufoques, on n'avait pas besoin du assentiment du Conseil de sécurité des Nations Unies. On pouvait se permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est les États-Unis. Ouais, tu disais aussi Bush père.
en 89 ou en affaire de même. Oui, non, en fait, le Bush père, pour la première guerre du Golfe, c'est l'exemple parfait de comment la communauté internationale devrait gérer un conflit. Donc, il y a eu l'assentiment des 5 membres permanents du Conseil de sécurité à l'époque. Ils ont émis des résolutions contre l'Irak de Saddam Hussein. Et lorsque toutes les résolutions ont échoué, communément, les membres du Conseil de sécurité ont validé une intervention contre l'Irak. Pas pour envahir l'Irak, mais pour libérer le Koweït. Donc, une fois que le Koweït a été libéré, l'offensive va cesser. Non, c'était textbook en matière de respect des règles. Donc, comme quoi, avec des bonnes intentions, des efforts, le système de droit international peut fonctionner et doit fonctionner. Le problème avec Bush fils, ben lui, l'Irak, les Français, n'allaient pas donner son approbation. Puis il s'est dit, bon, ben j'aurai pas l'assentiment du Conseil de sécurité, donc je demanderai même pas une résolution, je vais agir de façon unilatérale. Fait que le germe de la destruction du droit international, c'est Bush qui l'a planté en 2003. Puis ce que Trump fait en ce moment, c'est juste la réalisation finale qui concrétise finalement la fin du droit international. Puis moi, je regarde la situation puis je me dis à quoi ça va ressembler dans 5 ans si la grande puissance envoie comme message au reste de la planète qu'on peut régler nos problèmes par la guerre sans avoir à demander l'assentiment, la reconnaissance de qui que ce soit. Ça peut poser problème, mais on voit pas le problème en ce moment parce que les gens qui sont destitués, c'est des salauds. Maduro, c'est un dictateur, c'est un salaud. Puis le fait qu'il va faire probablement passer le reste de ses jours en prison, là, ça m'émeut pas du tout. Le type, c'est un salaud, puis je me dis, il mérite. L'ayatollah Khamenei, qui a été tué, on ramasse encore les petits morceaux là, à l'appel, là, ça me dérange pas qu'il soit mort. Parce que ce type-là, c'est un salaud. Puis s'il y a un enfer, j'espère qu'il est. Puis j'espère que des descriptions qu'on fait de l'enfer sont vraiment le reflet de la réalité. J'espère qu'il va souffrir pour le reste de l'éternité pour tous les crimes qu'il a commis. Le problème, c'est que on peut facilement se laisser emporter en se disant ben, c'est une bonne chose, c'est des salauds, puis c'est comme ça qu'on doit agir. Mais le problème, c'est qu'on est toujours le salaud de quelqu'un d'autre. Puis à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas aussi salaud que ces deux-là, qui va se faire destituer par la force de façon unilatérale. Puis ça, ben, quand tu te ramasses dans une situation comme celle-là, ben, c'est l'anarchie globale. C'est pas une bonne solution. Puis le problème, c'est que ça risque d'être un des aspects de l'héritage de Trump, d'avoir vraiment entériné, concrétisé la fin du système de droit international de 1945. Donc, mais en ce moment, on réalise pas la conséquence que ça peut avoir. Mais il va y avoir des conséquences. Ouais. C'est pas, à mon avis, c'est pas nécessairement pour le mieux. La planète se porterait mieux si on avait des règles claires qui étaient acceptées par toutes et par tous. Que les grandes puissances respectent. Oui. Bon. Ça s'est fait dans le passé. L'exemple de la guerre du Golfe, la première en 90-91, c'est un bon exemple. Ça peut se faire, mais ça nécessite des efforts, de la négociation. On n'est peut-être plus là aujourd'hui. Mais je peux pas m'éviter de me dire que je regrette la destruction de ce système-là. Et Trump y aura contribué. Donc, tu vois, je dis, il a fait des bonnes choses en termes de protectionnisme. Il a contribué à ramener des entreprises américaines aux États-Unis. Ben, les politiques de santé mises en place par Kennedy, c'est génial, c'est super. Je pense que c'est un problème fondamental aux États-Unis. L'obésité, ça commence à être un problème au Canada aussi. Il faut lutter contre ça. Bravo, j'applaudis à deux mains. Par contre, ce qu'il a fait en matière de droit international, les interventions récentes, je suis un petit peu plus critique par rapport à ça. Donc, je peux pas dire... Si j'avais lui donné une note, je dirais, ben, je vais lui donner 50%. Tu sais, la moitié de ce qu'il a fait, c'est bon, puis l'autre moitié, ben, c'est un petit peu plus critiquable. En plus, de ce que je comprends aussi, c'est difficile de regarder ça sans savoir ça va être quoi les répercussions dans le futur, tu sais, comme, tu sais, avec le protectionnisme. Là, on va commencer à voir l'inflation arriver aux États-Unis, là, tu sais, à cause que quand ils mettent des tarifs, ben, tu sais, c'est pas... C'est qui paye la note? C'est les Américains eux-mêmes. C'est le consommateur, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner oui. dans le futur. Sur le court terme, sur la première année, il a quand même envoyé un message clair au reste du monde. On n'est plus votre bitch, là. Là, la balance commerciale négative par rapport à vous, c'est terminé. Là, on va rétablir un petit peu la balance. Donc, d'une certaine façon, il agit dans l'intérêt du peuple américain. Maintenant, comme tu dis, les conséquences sur l'inflation, sur l'économie américaine vont peut-être se faire sentir en 2026, en 2027. Puis là, peut-être que les gens vont réaliser, ben finalement, c'était peut-être pas une bonne politique. C'est ça. Parce que tu disais aussi, je pense que je t'avais entendu dire ça dans une entrevue, c'est que
une des erreurs qu'il est peut-être en train de faire, c'est de délaisser un peu la politique, de négliger la politique intérieure, de trop s'occuper de l'international, de qu'est-ce qui se passe, puis au détriment de sa propre politique intérieure. Oui. Ben, en fait, c'était peut-être l'erreur, en tout cas. Ouais. Si on peut appeler ça une erreur. L'année dernière, il était focusé sur obtenir le prix Nobel de la paix. Donc, c'est beaucoup impliqué, conflit en Ukraine, conflit en Arménie, l'Azerbaïdjan. En août dernier, le premier ministre arménien, le président Azeri, sont venus à la Maison-Blanche signer le début d'un protocole d'entente de paix. Il s'est impliqué dans le règlement d'autres conflits aussi. Il a dit Pakistan. Oui, puis il a dit qu'il avait réglé, je pense, une demi-douzaine de conflits. Ouais. Pas vraiment réglé, mais en tout cas, il a joué un rôle. Je pense qu'en 2025, son objectif, c'était prix Nobel de la paix. Il l'a pas eu. Lui, il s'est dit, bon, ben, je ne l'aurai jamais, ces gens-là sont hypocrites, maintenant je vais passer à autre chose, ou à une nouvelle conception du monde des relations internationales, où là, c'est l'antipode du Trump 2025. Agir de façon unilatérale, en rupture du droit international, je veux dire, bon, c'est l'inverse de ce qu'il a fait en 2025, mais oui, l'économie américaine commençait à avoir un début de ralentissement à l'été 2025, qui a été critiqué par des gens du mouvement MAGA, qui l'ont critiqué à cet égard-là. Et puis, c'est ça, les élections de midterm s'en viennent dans quelques mois. Puis, comme Clinton ou un conseiller de Clinton avait dit lors de la campagne présidentielle de 92, Bush père a remporté la guerre d'Irak, mais c'est pas ça qui va le faire réélire à la présidence. Puis il y a eu cette expression fameuse-là, « It's the economy stupid ». Les gens votent en fonction des conséquences économiques des décisions qui sont prises. Leur portefeuille. Les gens votent toujours avec leurs pieds, de toute façon. Hein. Est-ce que si je vote pour ce candidat-là, est-ce que je vais avoir plus d'argent dans mes poches à la fin du mois ou moins d'argent? Ou quels vont être les services que je vais avoir en retour? Les gens votent toujours comme ça. Donc oui, en 2025, il s'est un petit peu trop concentré sur le fameux prix Nobel de la paix qu'il n'aurait jamais obtenu de toute façon, parce que le prix Nobel de la paix, c'est un prix politique. C'est des gens qui prennent des décisions, qui choisissent des gens qui ne méritent pas nécessairement le prix parce que ça sert des considérations politiques X ou Y. Puis c'est sûr que Trump, avec sa réputation, il ne l'aurait jamais eu de toute façon. Ben c'est surtout aussi, je pense, parce que ce gars-là, man, il est rempli d'ego, c'est un mégalomane. Puis là, sûrement, c'était parce que Obama l'a eu. Fait que lui, il veut l'avoir pour montrer à quel point il est pour meilleur. Pour le matcher, c'est ça. Oui. Fait que c'est... En tout cas, mais en fait, ça m'impressionne pas. Mais tu sais, en fait, les gens vont dire, le moment où il a décidé de se lancer à la présidence, c'était le fameux dîner des correspondants de la presse, quand Obama était président, et puis Trump était dans l'assistance. Il riait de lui. Obama s'est foutu de sa gueule, puis les gens disent, c'est à ce moment-là qu'il a développé une dent contre Obama, puis il s'est dit, ouais, moi aussi, je vais me faire élire, puis je vais me faire aussi réélire, puis le prix Nobel de la paix, ben je vais l'obtenir aussi. Mais en même temps, je pense que Trump, il lâchait pas avec son affaire de... Qui était pas né aux États-Unis. Ça, qui était pas né aux États-Unis. Puis montre-nous ton certificat de naissance. Tu sais, il courait après. Tu sais, des fois, c'est que ça fait jeune. Là, non, mais je veux dire, c'est un showman. Hein? Tu sais, il a fait une partie de sa carrière, justement, sur l'entertainment. You're fired! You're fired, son émission. C'est quoi cette... The Apprentice? The Office ou... Non, c'est The Apprentice. The Apprentice, c'est ça. The Apprentice, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est un showman, là. Il a toujours été showman, puis il transfère dans la sphère politique son attitude de showman, là. Donc, tu sais, quelque part, c'est sûr que le gars est entertainant là, quand tu l'écoutes. Mais est-ce que sa politique internationale, il est pas en train de se mettre tous ses alliés à dos? Ouais, mais quand t'as tous les leviers, tu sais, c'est toi qui leur vends des armes. C'est toi que c'est la plus grande puissance économique du monde. En première position, ou deuxième position en comparaison avec la Chine, là, il y a un débat sur la question. En tout cas, tu as la plus grande puissance militaire du monde. Tu sais, t'es pas obligé là, d'être gentil avec tout le monde. C'est aux autres d'être gentils avec toi. Parce que toi, t'es capable de te défendre tout seul. Mais les autres, s'ils se font attaquer, ils vont avoir besoin de toi. Fait que c'est à eux là, de te faire des sourires puis de bien te considérer. Parce qu'un jour, ils vont peut-être avoir besoin de toi. Bon, mais t'es pousses pas à se rallier ensemble contre toi ou à ton détriment. Non, parce que... Tu sais, c'est comme un peu comment il agit avec Carney, tu sais, il pousse à aller vers la Chine ou à aller vers d'autres... Mais à n'importe quel moment, il peut le ramener à la raison puis lui dire, écoute, moi, je suis ton principal partenaire commercial. Puis oublie-le pas. Oublie-le pas, parce que si tu fais une deal avec la Chine
où tu leur permets d'avoir tel ou tel avantage. Moi, juste pour t'écœurer, là, on va t'imposer là, 100% de tarifs protectionnistes sur tel secteur de ton économie. Je vais arrêter de t'acheter du bois d'œuvre. Je vais arrêter de t'acheter de l'aluminium. Je vais l'acheter ailleurs. Je m'en fous si ça me coûte un peu plus cher. J'ai les moyens de t'écœurer puis de te faire mal. Donc, il n'y a pas besoin d'être gentil avec qui que ce soit. C'est ça l'hégémon. Mais le pire, on aimerait qu'il soit gentil puis respectueux des autres. Il n'y a pas besoin. Mais le pire, c'est qu'il peut même pas faire ça légalement, tu sais, parce que sa propre cour dit que c'est pas légal, tu sais, il faut qu'il aille chercher des vieilles lois pour pouvoir se donner ce pouvoir. Mais il peut toujours trouver d'autres moyens pour rappeler à l'ordre les petites puissances, puis leur rappeler que c'est Big Daddy, là, who's your daddy, puis si je veux vous écœurer, là, j'ai plein de moyens de le faire. Tu sais, regarde, par exemple, les gens disent, là, on achète des F-35 construits aux États-Unis, c'est ridicule, on va leur donner des milliards de dollars pour des avions de chasse, pourquoi on n'achète pas des Rafales français ou des avions suédois? Ben oui, génial. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels informatiques puis des pièces de matériel dans ces avions-là qui sont construits aux États-Unis. Il sait ça, lui. Il pourrait tout simplement dire, on est désolé, cette année, des moteurs pour vos Rafales, on n'en a pas. Ben, la production de Rafales, là, n'a plus. Les Français le savent. Fait que quand tu es dans une relation comme celle-là, c'est comme, imagine une relation de couple, OK? Ouais. L'un gagne 1 million de dollars par année, puis l'autre gagne absolument rien. Mais celui qui gagne absolument rien doit avoir son argent de poche, hein, à toutes les semaines ou à tous les mois. Il faut qu'il soit un petit peu gentil avec l'autre qui gagne 1 million de dollars pour avoir son argent de poche. Celui qui gagne 1 million de dollars, là, il peut toujours se dire, si t'es pas content, si t'es pas contente, ben va-t'en. Qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? Financièrement parlant, j'ai rien à perdre. La relation est inégale entre les États-Unis et le reste du monde. Il le sait. Puis au moins, l'avantage de Trump, c'est qu'il ne joue pas à l'hypocrite. Tu trouves? Il est assez clair, en tout cas, dans ses décisions. C'est la façon avec laquelle il traite Macron. C'est hyper irrespectueux. Macron continue à lui sourire puis à l'appeler « My dear friend Donald ». Bon, pas ton chum. Il se fait gifler par sa propre femme, devant caméra. Non, mais... Puis là, il essaye après ça, faire « Non, c'est une fake news ». C'est une fake news, c'est une joke. On jouait. Ah oui, après ça, c'est... On jouait, mais tu sais, il traite Macron avec condescendance. Mais Macron, il est pas con, il réalise là, qu'il se fait traiter de cette façon-là, que Trump, il le respecte absolument pas. Mais il continue à l'appeler « My dear friend Donald ». Pourquoi? Parce que tu gagnes rien, puis Donald, là, il a 1 million de dollars. Tu dépends de lui pour ton énergie, ton gaz liquéfié, parce que là, ils se sont coupés du gaz liquéfié russe. Ils ont besoin de se chauffer, les Européens. Ils se sont tournés vers qui? Les Américains. Ils ont besoin de l'armement américain pour se défendre, pour transférer des pièces d'équipement à l'Ukraine, parce que les Européens n'en produisent pas. Tu sais, quand t'es accroché aux tétines de quelqu'un, ben, t'as pas de levier. Puis l'autre, là, il peut te traiter comme il veut, avec condescendance, puis il sait très bien que tu vas pas l'envoyer chier parce que t'as pas les moyens de tes ambitions. Faut que tu continues à lui sourire, tu reçois des gifs en pleine face, puis tu sais, c'est ça les Européens, c'est ça le Canada. Mais on refuse d'accepter que ça peut être comme ça, puis que la politique devrait être comme ça. La politique, c'est pas Kumbaya, on se tient par la main puis on chante, là. Non, la politique, c'est un rapport de force, puis les politiciens ne gouvernent qu'en fonction de leurs intérêts nationaux. Et rien d'autre. Il n'y a pas d'amitié en politique. Les États n'ont pas d'amis, non que des intérêts. Mais par exemple, tu sais, je crois que ça va... Est-ce que ça va les avoir réveillés, tu sais, sur cet aspect-là de on est trop dépendant, pareil comme le Canada, tu sais, ça a été la grosse claque d'en face de... Calisse, notre demi-frère, tu sais, il nous repousse, il nous fait chier. Puis tu sais, je pense que ça a été peut-être le même constat qu'ils ont fait autant avec les Européens, tu sais, de faire comme à quel point on est dépendant maintenant de si on a... Si c'est plus dans nos intérêts ou s'il surveille contre nous, ben calisse, on est dans la marde là, en ce moment. Oui, on n'est pas capable de se défendre. Tu sais, c'est ce que Carney disait à Davos, puis là-dessus, il avait raison. Il dit le monde a changé, puis on va devoir réaliser que les amis d'antan, c'est plus nécessairement nos amis aujourd'hui ou de demain. Puis il faut repenser notre alignement stratégique et se faire de nouvelles amitiés qui vont nous permettre de dépasser la dépendance qu'on a avec nos anciens amis qui sont devenus nos ennemis. Facile à dire qu'à faire. Parce que, tu sais, un pays est prisonnier. La géopolitique d'un pays dépend de sa géographie.
Tu sais, c'est quoi le pourcentage de la population canadienne qui habite dans un rayon de 100 km de la frontière américaine? Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je sais pas, c'est 75-80%. Mais tu es une entreprise canadienne. Tu es installé à quelque part au Manitoba, la frontière américaine où tu as 340 millions de consommateurs est à 50 km de chez vous. Est-ce que tu vas déployer des efforts considérables pour vendre tes produits à Hong Kong, au Sri Lanka, puis en Argentine? Ben non, tu as 350 millions de consommateurs à 50 km de ta frontière. Évidemment, c'est la facilité. Les compagnies, les entreprises ont toujours fait affaire vers les États-Unis. C'est normal. Ça va prendre... Même, puis écoute, on a parlé... Le gouvernement canadien parle depuis les années 70 de diversification de l'économie canadienne. OK, fait que ça date pas d'aujourd'hui. C'est Trudeau père, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui avait commencé à parler de ça. Mais ça s'est jamais concrétisé. Pourquoi? À quoi bon? Ça va coûter des milliards de dollars. Les entreprises le feront pas parce que la voie facile, c'est vers le sud. Les infrastructures sont là. La frontière est quasiment ouverte. C'est notre ami. On n'a pas été en guerre contre eux depuis 200 ans. Pourquoi est-ce que ça changerait soudainement? Ça changera jamais. Mais c'est pas un argument, ça. Mais on s'est bercé de cette illusion-là. Puis là, là, on réalise que le rêve est en train de devenir un cauchemar. Puis là, on se dit, il faut diversifier l'économie. Ben oui, mais ça fait 50 ans que vous en parlez, vous n'avez rien fait. Mais là, vous pensez que ça va se faire en 6 mois, alors qu'il n'y a rien qui s'est fait en 50 ans. Ça va prendre au moins une décennie avant que le Canada puisse vraiment réorienter son économie vers d'autres marchés. Mais au final, la majorité du commerce international du Canada va encore dépendre des États-Unis. Mais pourquoi? Et puis là, peut-être... À cause de la facilité. Mais peut-être tu vas m'expliquer, tu sais, c'est ça. Comment se fait que quand que Trump y arrive, puis il parle tous des autres pays, puis il leur tourne tout le dos, puis ça, c'est des tarifs, toi aussi, toi, 15%, puis là, il arrête plus, là, tu sais. Mais pourquoi tous ces pays-là se sont pas mis ensemble puis faire ben on va s'arranger entre nous, tu sais? Il me semble que c'est logique et moi, ça serait la première affaire, je penserais, être un de ces têtes de dirigeants de ces pays-là, là, tu sais. Oui, ça, c'est peut-être dans un monde idéaliste, mais dans le monde réel de la politique, t'as tous ces politiciens-là, ces premiers ministres-là qui se disent « Ouais, les États-Unis, ils imposent des tarifs, c'est pas gentil, on va serrer les coudes puis on va faire front commun. » Mais par la porte arrière, t'as le premier ministre de tel pays qui va voir... le Japon ou l'Italie qui va voir Trump. Il dit « Écoute, là, tu peux-tu, tu sais, regarde, moi, c'est différent, tu sais, on est alliés. Tu peux-tu, tu sais, s'il te plaît, faire de quoi pour les tarifs parce qu'on a tel et tel produit, puis on pourrait faire ci pour toi. » Trump, il sait très bien que ça arrive. Il dit à Mélanie, « Ouais, toi, t'auras pas de tarifs. » Fait qu'il coupe ça de 15% à 0%. Puis elle sort du groupe. Là, elle sort du groupe. Là, t'as un autre Orban, ou t'as Starmer ou Merz en Allemagne qui voit ça. Dit, hey, ça a marché pour elle, ça va peut-être marcher pour moi aussi. Fait que l'unité, c'est une unité de façade en réalité. Parce que tous les politiciens, ils pensent à leur intérêt national, puis ils se disent, peut-être que si moi je suis gentil, je me mets à genoux plus que les autres, peut-être que je vais avoir un traitement de faveur. Puis Trump donne effectivement des traitements de faveur à certains pays. Il encourage ça. Lui. Il encourage ça. En encourageant ça, ça encourage encore plus les autres pays à se mettre à genoux devant les États-Unis. Donc, il crée la discorde, la désunion entre ces pays-là qui, oui, effectivement, ils gagneraient à s'unir puis à tourner le dos aux Américains, mais ils sont aussi tellement dépendants. Tu sais, comme je disais, la France, leur Rafale, ils ont besoin des logiciels américains, ils ont besoin des pièces d'équipement américains. Donc, c'est dans leur intérêt national à eux d'essayer d'avoir une deal avec les États-Unis puis rompre les rangs avec leurs autres partenaires européens. Mais si tu as les 27 partenaires européens qui pensent tous de la même manière, Trump, il est assis dans son fauteuil puis il est tordu de rire, là. Il est comme ça, puis il sait très bien qu'il peut miser sur cette désunion-là. Et il le fait. Ça fait partie de sa stratégie. Le problème, c'est que tout le monde le sait, mais il continue à agir comme ça. Parce que l'intérêt national va toujours primer sur les intérêts continentaux de l'Union européenne. C'est pas vraiment un intérêt qui compte réellement pour les pays membres de l'Union européenne. Puis c'est quoi son affaire avec l'Amérique latine? Tu sais, on dirait que, petit moi, de qu'est-ce que j'entends, c'est que dans son premier mandat, il avait regretté de pas justement s'avoir occupé du cas du Venezuela. Puis là, c'est pour ça que c'est comme une priorité là, pour lui. Fait que c'est quoi, tu sais, on parle beaucoup de la doctrine Monroe, puis là, lui il l'a réinventé à la Dunroe. C'est la même chose, la doctrine Monroe, c'est tout ce qui se passe sur le continent américain ne concerne que les États-Unis. Et les États-Unis se réservent le droit d'intervenir dans les questions de la politique
américaine, du continent américain, Nord, Amérique centrale, puis Amérique du Sud. Donc, il a réactivé cette doctrine-là qui date des années 1820, lorsque c'était le président James Monroe qui était président des États-Unis. Donc, c'est l'idée que ce qu'il y a dans notre cour arrière, ça ne nous concerne que nous. Et il est hors de question que des puissances européennes, les Chinois, les Russes, viennent avoir des intérêts dans notre cour arrière. Puis pourquoi que ça les intéresse tant que ça? Pourquoi il veut absolument qu'il n'y ait pas d'autres intérêts étrangers, là? C'est en contrôlant, c'est pour contrôler le commerce international, contrôler les pays du continent, puis garantir que l'entièreté des intérêts géostratégiques des États-Unis, la proximité aussi, là. C'est pour ça que l'installation des missiles soviétiques à Cuba, c'était une tragédie pour les États-Unis dans les années 60, puis on comprend facilement pourquoi. Parce que les missiles qui étaient installés là pouvaient frapper Washington en 3-4 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la capacité de répondre. Ouais. Parce que l'idée, tu sais, si tu peux détruire ton ennemi en 4 minutes, ben l'idée, tu lui balances des centaines de missiles nucléaires sur la gueule, tu le détruis complètement. Si tu le détruis avant qu'il ait la possibilité d'envoyer lui-même des missiles contre ton pays, ben tu as gagné la guerre. Donc, ça a été hyper catastrophique pour les États-Unis de perdre Cuba à ce moment-là. Et c'est ça la doctrine Monroe sur le plan géostratégique. Faire en sorte que tout ce qu'il y a dans ta cour arrière, tu le contrôles pour empêcher un ennemi potentiel de se rapprocher trop proche de ta résidence. Tu sais, c'est comme, tu as une cour arrière, tu as un terrain, tu veux pas que ton voisin vienne installer son barbecue dans ta cour arrière. C'est pas de tes affaires, ça t'appartient pas. C'est mon territoire, reste chez vous. Ben, c'est et ça. je vais défendre mon territoire coûte que coûte à mais tout là, prix. c'est ça, c'est qu'il parle des voisins. Là, il dit que c'est son territoire, mais c'est supposé être des pays souverains. Là, fait que c'est là que ça vient un peu clasher, je trouve. Mais c'est ça, parce que là, on a tout entendu parler du cas du Venezuela. Mais, là, en ce moment, il y a vraiment un état très critique à Cuba. Ouais. Parce que là, c'est épouvantable, là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a fait comme un genre d'embargo, je pense, là, alentour. Personne ne peut lui donner de gaz, personne peut c'est le Venezuela. C'est le Venezuela qui approvisionnait Cuba en pétrole. Puis là, c'est fini depuis que Maduro a été enlevé. Ouais. Mais c'est plus que ça, parce que là, il dit que n'importe qui va venir en aide à Cuba, il va avoir des tarifs. Il va lui donner des tarifs. Fait que là, même le Mexique, il voulait y donner du pétrole. Ils ont changé d'idée parce que là, ils voyaient bien que ça... La crainte des tarifs, c'est ça. Donc, mais il y a les leviers. Puis on a toujours... C'est encore une fois... Pourquoi il veut faire tomber Cuba? Réaliser ce que les autres... les présidents américains depuis Kennedy n'ont pas été capables de faire. Fait que c'est une affaire d'ego? Oui, il y a une question d'ego. C'est un politicien, là. C'est un politicien. Les politiciens que j'ai connus dans ma carrière, là, il n'y en avait pas un qui n'avait pas un petit ego. Mais on peut pas laisser Cuba tranquille. Peut-être que je connais pas qu'est-ce qui se passe là ou c'est quoi l'historique, mais tu sais... C'est pas une menace, là. C'est pas une menace, Cuba, pour les États-Unis. Cuba était contrôlé par les États-Unis jusqu'à la fin des années 50, la révolution de Castro. Puis avant, c'était les estis d'Espagnols, parce que c'était les colonisateurs. C'est ça, avant. Les États-Unis se sont débarrassés des Espagnols pour avoir les États-Unis qui c'est comme alliés. Puis après ça, les États-Unis n'arrêtaient pas de profiter d'eux autres. Fait que là, finalement, ils ont décidé, on va se débarrasser d'eux autres. On a nationalisé. Puis là, ils ont crissé de boire. Puis là, depuis ce temps-là... c'est le régime de Castro qui a été mis en place de mémoire en 59. Donc, renverser le dirigeant qui était en place, qui était un dirigeant pantin des États-Unis. Et puis, c'est ça. Cuba, c'est l'épine dans la botte des États-Unis depuis 1959, depuis 1960. Et beaucoup de présidents américains ont essayé de se débarrasser de Castro, de se débarrasser du communisme à Cuba, sans succès. Kennedy a envoyé des troupes. La fameuse invasion de la baie des Cochons, ça a viré en catastrophe pour les exilés cubains qui étaient appuyés par la CIA. Après ça, la crise des missiles de Cuba. Donc, ça a toujours été l'épine dans le pied. Puis Trump, lui, il a la prétention de dire « On va te régler ça, moi, en une couple de mois. » Puis le régime va tomber de lui-même. On n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, là, ou même de lancer une invasion. Faites en sorte qu'il n'y a plus de pétrole à Cuba. Le peuple va se révolter. Oui, évidemment, ça va être terminé. Puis là, de toute façon, tu vois, là, j'ai vu que Air Canada, les compagnies aériennes canadiennes, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent plus faire de ravitaillement. Le ravitaillement à Cuba. Il n'y a plus de pétrole. Ça, c'est indicatif là, de la situation dramatique qui va arriver sur l'île en 2026. Puis de chauffage, puis d'électricité.
Donc l'idée, c'est que les gens vont se revirer contre le régime. Et quand ça va être le cas, les Américains vont arriver sur place pour dire « On est ici pour vous venir en aide. » Ouais. Puis les gens vont les accueillir à bras ouverts. Ouais, ils vont recommencer à profiter d'eux autres après. On dirait que des fois, on peut pas leur casser patience. L'histoire va se répéter parce que dans les années 50, 60, quand tu avais des dirigeants politiques ailleurs dans le monde, dans des pays stratégiques pour les États-Unis, où le dirigeant devenait un petit peu trop nationaleux, socialiste, soudainement, il y avait un coup d'État, il disparaissait puis il était remplacé par un politicien qui était à la solde des États-Unis. Ça s'est produit en Iran. Le Shah d'Iran a été mis en place après un coup d'État contre le dirigeant en place qui s'appelait Mossadegh, qui voulait nationaliser le pétrole pour que la population locale en profite d'abord et avant tout. Mais tout ça, c'était à cause du fait, puis excuse de te couper, mais tout ça, c'était à cause du fait qu'ils ne s'entendaient pas sur les pourcentages. Tu sais, il disait que lui, il voulait avoir, je pense, 50%, puis là, l'autre, la compagnie, elle disait « Non, c'est 25%. » Fait que là, ça a créé une rage, une chicane. Puis là, ils ont fini par nationaliser le pétrole, tu sais. Fait qu'encore une fois, c'est une esti d'affaires d'intérêt, puis Mais, en tout cas, tu sais. mais j'arrête pas de répéter aux gens, je sais. Arrêtez d'imaginer l'homme avec un grand H, là. Ouais. L'homme et la femme et les autres. Mais on va dire l'homme avec un grand H tel qu'il devrait être. Fais juste considérer l'homme tel qu'il est. Égoïste, selfish, greedy, il ne pense qu'à ses intérêts. Ben, les pays, c'est ça. Les dirigeants politiques, c'est ça. Mais le problème, c'est quand il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, ben, il y a plus de levier que toi t'en as par rapport à lui, ben, il y a la capacité de te priver de ta liberté. Puis les États-Unis, dans le passé, c'est dans les années 60, en Iran, encore une fois, le dirigeant Mossadegh voulait nationaliser le pétrole pour l'intérêt de sa population. Ça faisait pas l'affaire des compagnies britanniques, pétrolières britanniques et américaines. Ils s'en sont débarrassés. Ils ont mis en place un pantin, le Shah d'Iran, qui était là pour gouverner en fonction des intérêts britanno-américains. Ça a été la même chose à Cuba, jusqu'au renversement des régimes qui étaient soutenus par les États-Unis. Ça a été le cas dans différents pays africains dans les années 60, 70. Au Chili, ça a été la même chose en 73. Allende, le président socialiste, voulait nationaliser des compagnies minières qui appartenaient à des intérêts américains. Coup d'État financé par la CIA, un dictateur qui est mis en place. Pinochet met en place une dictature, mais qui était favorable aux intérêts américains. Ça a toujours été ça, là, la politique. Mais pourquoi les Américains se permettent de faire ça? Ils ont les leviers. Ils peuvent le faire. Si le Canada avait les moyens de le faire, le Canada le ferait aussi. Si la France pouvait le faire, la France le ferait aussi. T'es persuadé de ça? Absolument. L'intérêt national, d'abord et avant tout. Facile, là, quand t'as pas de pouvoir, là, d'apparaître là, comme le frère André, puis dire « faut être gentil », puis partager équitablement les ressources de la Terre. Parce qu'évidemment, ce message-là sert tes intérêts, parce que t'as pas les moyens d'imposer ta puissance. Mais tu peux être sûr, si tu avais les moyens d'imposer ta puissance, tu le ferais. Est-ce que c'est bien vu par les Américains, ça? T'sais, par le peuple américain? Ou c'est un peu balayé en dessous du tapis, puis ils le savent pas vraiment? Écoute, on va le voir aux midterms de l'automne prochain. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'exprimer. Oui, c'est sûr. Mais globalement, si la population américaine a l'impression que leurs conditions matérielles sont meilleures qu'il y a 2 ans, ils sont plus en sécurité, il y a moins d'insécurité causée par l'immigration illégale, ben ils vont peut-être là, voter pour des candidats républicains pour remercier l'administration Trump d'avoir finalement répondu à leur demande. On va le voir au cours des prochains mois. Puis, je me demande aussi, est-ce qu'on va revoir une autre forme de guerre froide 2.0 entre les États-Unis puis la Chine? Puis peut-être la Chine, hashtag les alliés là, de la Chine. Ouais, ben écoute, c'est sûr que la Chine, puis les alliés de la Chine, la Russie, sont en train de vouloir créer un monde différent, alternatif, avec les BRICS, pour faire contrepoids aux États-Unis. Mais je pense que toutes les décisions qui ont été prises par Trump depuis son retour à la Maison-Blanche ont pour effet de dissuader d'éventuels partenaires des BRICS d'en faire partie. Parce qu'ils utilisent la carotte et le bâton. Vous allez faire ci, vous allez arrêter de faire du commerce international avec la devise américaine, vous imposez des tarifs à 100%. Vous faites un accord commercial avec la Chine ou avec les autres pays membres des BRICS, je vous impose des tarifs de 100%. Il va y avoir des conséquences.
Donc, ils jouent un peu... et si vous, au contraire, vous êtes gentil avec nous, vous ouvrez vos frontières aux compagnies américaines, ah ben là, tout va bien se passer pour vous. Donc, les États-Unis, l'administration Trump aussi, déploie des mesures, des actions, des gestes pour dissuader l'émergence d'un monde alternatif, d'une puissance alternative qui, si ça devait émerger, écoute, la Chine, l'Inde, puis les autres pays membres des BRICS, là, c'est minimalement 4 milliards de personnes. C'est un gros marché, là. Donc, c'est pas dans l'intérêt des États-Unis de voir ce marché-là émerger et s'organiser autour de règles qui vont rendre ces pays-là plus compétitifs qu'ils ne peuvent l'être à l'heure actuelle. Il va y avoir éventuellement l'émergence d'un monde alternatif, mais les États-Unis vont tout faire pour que ça se produise pas, ou en tout cas, que si ça a à se produire, l'avantage comparatif va toujours être du côté des États-Unis. Mais ultimement, ça va être la question du marché qui va trancher. Tu sais, les pays, c'est Lee Kuan Yew qui était le président fondateur de Singapour. Lui a toujours dit la chose suivante aux États-Unis, ne nous forcez pas à choisir. Nous, on veut faire du commerce avec tout le monde. Ne nous forcez pas à choisir si on veut faire du commerce uniquement avec la Chine ou uniquement avec vous. On ne veut pas avoir à faire ce choix-là. Ceci étant dit, si vous nous forcez à faire ce choix-là, on va le faire. Et une de ses réponses a été « Et ce choix va se faire en fonction du marché. » Le marché américain, c'est bien beau, mais c'est absolument pas comparable à ce que peut l'être le marché des BRICS. Là. Ça a sa limite là, aussi. Ben, oui. Puis c'est un marché qui est beaucoup plus dynamique. La croissance économique est beaucoup plus significative en Chine, en Russie, dans les pays membres des BRICS, pour différentes raisons. Donc, si les pays ont à faire un choix, ben ils feront peut-être pas le choix que Donald Trump voudrait qu'ils fassent. Donc, c'est là où ça peut être une arme à double tranchant. Fait que, tu sais, après les années 1945, c'est là qu'est arrivé la guerre froide jusqu'en 91, la chute de l'URSS. Puis c'était surtout sur l'armement, tu sais, là, on va, chacun, il s'arme, ça n'a juste pas de bon sens, là, puis... Mais là, ça serait quoi? Ça serait plus une guerre économique, dans le fond, pour avoir les marchés ou pour les contenir ou... Oui. Puis surtout le contrôle des lieux de passage stratégiques. Puis on le voit en ce moment, là, ça va devenir un lieu, une raison pour laquelle il va y avoir des conflits dans le monde. T'sais. Canal de Panama... le détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz, oui, détroit d'Ormuz, où transite, je sais pas combien, le pourcentage de barils de pétrole achetés dans le monde à chaque jour. Vers la Chine. Oui, ou là, c'est ça. Mais si l'Iran tombe davantage dans le giron américain, ben là, il contrôle aussi le détroit d'Ormuz, la production du pétrole iranien au détriment de la Chine. Donc, ça explique en grande partie ce qui se passe en ce moment en Iran. Mais tu as aussi Canal de Suez. Canal de Suez en Égypte, ça a historiquement été un lieu où il y a eu des conflits, des tensions. Canal de Panama. Tu sais, quand Trump, l'année dernière, il a envoyé le message là, aux dirigeants panaméens, écoutez, vous avez trop d'entreprises chinoises installées chez vous, puis le canal de Panama, vous êtes en train d'en perdre le contrôle, c'est la Chine qui commence à en prendre le contrôle, ça n'arrivera pas parce que on va vous imposer des tarifs, puis il en avait parlé dans son discours présidentiel. Oui, aussi. Puis on n'exclut pas peut-être une intervention aussi. Qu'est-ce que le Panama a fait? On dit aux Chinois, retourner à Pékin. Parce qu'on est en train de réaliser que c'est la carotte et le bâton, puis on a peur du coup de bâton. Ben c'est ça. Encore la même affaire avec le Venezuela, tu sais. Parce que c'était aussi une autre revendication qu'il faisait, tu sais, qu'il y avait des intérêts chinois qui commençaient à être trop présents. Russes et Chinois. Mais est-ce que... Iraniens aussi. Est-ce qu'à un moment donné, la Chine ne va pas se tanner de ça? Ben oui. Mais je pense que la Chine, les Chinois, je pense qu'ils ont été pris au dépourvu par ce que Trump a fait au cours de la dernière année. Parce qu'il agit extrêmement rapidement. Écoute, on commence à faire le calendrier 2026. Là. La tête du mois de janvier, c'est Maduro. La tête du mois de février, c'est le leader spirituel de l'Iran. Ça va être qui au mois de mars? Ça va être qui au mois d'avril? Puis tu as eu El Mancho. Hein? Oui, c'est ça, le chef des cartels mexicains. Ouais. Donc, on pourrait très bien dire, en réalité, c'est la tête en février, c'est le chef à la tête des cartels. En mars, le guide suprême de la révolution iranienne. Il agit rapidement, Trump. Là. Il perd pas de temps. Puis les Chinois, je pense qu'ils ont été pris au dépourvu. Donc, on va voir au cours des prochains mois ce que les Chinois vont faire, mais...
Oui, ils ont été pris au dépourvu. Ça serait quoi leur potentiel, eux autres? Des Chinois? Ouais, c'est ça. Ben, c'est le marché. C'est le marché, la technologie. Ils accodent pas les États-Unis en matière de haute technologie, en matière d'IA, par exemple, ou de production de microprocesseurs. Les Américains dominent encore dans ce marché-là, mais la Chine, même si elle est à la traîne, ça reste une grande puissance quand même dans le domaine. Les voitures électriques. Voitures électriques, les panneaux solaires, ils ont on dit qu'ils contrôlent les minerais critiques. C'est vrai et c'est faux. En fait, ce qu'ils contrôlent, c'est la production, la transformation. Le marché. Ce qui pollue énormément. Okay. Donc, les compagnies canadiennes, européennes, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait de la transformation des minerais rares chez eux parce que ça pollue. Donc, ils préfèrent laisser les Chinois faire ça. Donc, les Chinois contrôlent plus de 80% de la production des terres rares qui sont utilisées dans les panneaux solaires, etc., etc. Donc ça, c'est un avantage comparatif de la part des Chinois. Puis là, eux autres, il faut qu'ils trouvent une place où les vendent leur crise de produits. Là, c'est ça, je comprends aussi. Tu sais, comme ils font énormément de voitures électriques, mais s'ils n'ont pas de place où les vendre, c'est ça. C'est ça. Puis là, chaque Chinois a son auto aussi, là. Fait que là, ils n'ont pas le choix de commencer à trouver des débouchés à l'international pour vendre leurs produits. Fait que ça, c'est le constraint, la limitation que les Chinois ont en ce moment, puis ils s'efforcent de trouver des solutions à ce problème-là. Donc, la signature d'un accord commercial avec le Canada, annoncé par Carney en janvier dernier, ben, ça va permettre au moins à la Chine de s'ouvrir un marché de 40 millions de consommateurs. Parce que là, il n'y aura plus de tarifs sur les voitures chinoises. Puis les voitures chinoises électriques sont hyper compétitives sur le marché. C'est les voitures de marde, là. On a une voiture chinoise au Kazakhstan, là. Je la déteste, là. Commis l'erreur de laisser ma conjointe choisir la bagnole, là. Bon, j'en paye le prix. C'est une voiture absolument horrible, mais je veux dire, on avait besoin d'une voiture 7 sièges parce qu'on a 3 kids. Ah, c'est la moitié du prix d'une... Écoute, de mémoire, on magasinait, je pense, le modèle Volkswagen 7 sièges. C'était à peu près 100 000 $. Tu fais 100 000 $ là, pour une Volkswagen. J'aime bien les produits allemands, mais payer 100 000 $, on va m'acheter une BM. Pas m'acheter une Volkswagen. Elle dit, je dis à ma femme, c'est un petit peu cher, hein? Elle dit, bon, on peut aller voir du côté chinois. La face, là, je me suis décomposé, construire une voiture chinoise. On est allé, la voiture coûtait 35 000 $. Ouais. Là, à un moment donné, t'aimes pas trop le produit, mais le portefeuille finit par avoir l'ultime décision. Tu dis, ouais, bon, ben, tu sais, c'est quand même une différence de 65 000 $, là, qu'on va pouvoir mettre de côté, payer les frais de scolarité des enfants. Fait que, tu sais, je vais me boucher le nez, puis je vais conduire ma Cherry Tiggo 8, là. Que je déteste, qui n'a pas de torque. Mais bon, regarde, c'est comme ça. En Arménie, où j'habite en ce moment, j'ai posé la question. Il y a énormément de voitures chinoises. Il y en a énormément. Je pose la question, coûte combien une voiture électrique comme ça? Tu penses que ça coûte combien? En Arménie, une voiture chinoise? 13 000, je sais pas. Coûte 20 000. Ouais. 20 000 $. Ben, les coûts de production sont super bas, contrairement aux produits qui sont aux voitures américaines ou européennes. Le consommateur canadien, il va faire comme moi, il va se boucher le nez. Sa Chungy, là, qui fait boum, 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 sur l'autoroute, là, ça commence à faire du bruit à 75 km/h, là. Ils vont la détester, la bagnole, mais ils vont se dire, ben, tu sais, entre ça ou une Tesla ou n'importe quel autre modèle de voiture américaine qui coûte 2-3 fois plus cher. Peut-être un peu nationaliste, là. Je préférais rouler dans une voiture non chinoise, américaine, mais au final, c'est le portefeuille qui va parler. Mais c'est parce que aussi l'affaire, c'est que là, parce que sûrement qu'ils le savent, là, c'est pas moi qui vais leur apprendre de quoi, c'est que oui, ça fait plaisir à ton consommateur, à tes citoyens, parce que leur portefeuille va en gagner, va en être gagnant. Mais par exemple, ça va être au détriment de toutes tes entreprises de chez vous. Là, comme ça, on pogne le panneau électrique en Europe. Ils ont laissé le marché chinois arriver, puis ils ont tout pris la place qu'il y a là. Puis là, maintenant, il n'y a aucune compagnie européenne qui peut rivaliser avec ces panneaux solaires-là. Ouais. Fait que c'est au détriment de tes propres entreprises, là, par exemple. Ben, c'est pour ça, Doug Ford, le premier ministre ontarien, il n'est pas content à cause de ça, parce qu'ici, au Canada, ça va tuer l'industrie automobile canadienne, parce que quand on va être inondé de produits chinois, ben, les gens vont acheter des bagnoles chinoises. Donc, l'objectif peut-être de Carney, peut-être que c'est une deal secrète ou c'est basé sur la parole de Xi Jinping, dans 5 ans, on va commencer à ouvrir des usines chinoises chez vous
où on va embaucher des travailleurs canadiens. Ouais. Si c'est effectivement le cas, ben là, tout le monde va y gagner au change. Les voitures vont quand même coûter relativement moins cher que les voitures américaines. Elles vont quand même coûter plus cher que si elles étaient importées directement de Chine, parce que les salaires des travailleurs canadiens ne sont pas les mêmes qu'en Chine. Mais globalement, les voitures vont rester plus abordables et les gens qui auront perdu leur emploi chez Ford ou Chevrolet vont les retrouver dans les compagnies chinoises. Donc, lorsqu'on négocie un accord commercial comme ça, c'est un peu l'espoir que les citoyens devraient avoir. Mais si c'est pas dans le marché des bagnoles, la contrepartie, puis ça c'est officiel, c'est dans le document, c'est pour le canola, qui est une industrie au Canada. Écoute, ma foi, la dernière fois j'ai vérifié les chiffres, directement ou indirectement, je pense qu'il y a 2,5 millions de Canadiens qui travaillent dans le secteur du canola. Donc, il y a la deal aussi. Maintenant, il n'y aura plus de tarifs imposés sur le canola canadien. Mais c'est-tu un bon deal, ça? Le canola versus les chars électriques? L'idée, c'est si on perd des emplois du côté des bagnoles en Ontario, l'espoir, c'est qu'on va en gagner dans le secteur du canola. Donc, l'idée, c'est minimalement, ça s'égalise ou qu'on crée davantage d'emplois qu'on va en perdre. Parce que là, c'est 49 000 chars électriques chinois qui s'en viennent. Puis... Fait que, tu sais, ça représente pas grand-chose du marché de l'automobile, parce que c'est rien qu'un début. Fait que, tu sais, moi, la question qui me vient à poser avec ça, c'est que, est-ce que c'est un réel désir de début de partenariat, peut-être à moyen long terme avec les Chinois, ou plus un message envoyé à Donald Trump pour leur dire « Hey, nous autres, on est prêts à aller faire affaire avec d'autres mondes si tu nous traites de même. » C'est les deux. C'est les deux, parce qu'il y a une volonté de renormaliser les relations dans la mesure du possible avec les Chinois. Justin a détruit la relation à peu près avec tout le monde, de toute façon, les Chinois, les Indiens. Donc, Mark Carney essaie de réparer les ponts qui ont été brisés par Trudeau. La barre n'était pas si haute que ça. Non, c'est ça. Non, mais, je veux dire, mais en termes de destruction des relations en 10 ans, là, quand même, le gars, il a détruit non seulement les relations avec les Chinois puis les Indiens, mais il a détruit sa propre relation avec sa femme. Le gars, là, il a vraiment self-destructed everything. Mais là, c'est ça. Donc, la mission de Carney, c'est de rétablir les ponts qui ont été détruits par Trudeau. Fait que ce premier accord commercial-là est peut-être le prélude à d'autres accords commerciaux. Puis en parallèle, si ça permet d'envoyer le message aux Américains, on est capable de se débrouiller sans vous, ben, tout est gagnant pour Carney. Tu sais, là, il est en Inde en ce moment. Ou récemment, l'année dernière, il a réouvert l'ambassade du Canada en Inde. Parce que Trudeau avait expulsé les diplomates indiens après les assassinats en Colombie-Britannique. Donc, tu sais, je veux dire, Trudeau, il a coupé les ponts avec les deux pays les plus peuplés de la planète, les deux principaux marchés de la planète, les Chinois et les Indiens. C'est en expansion, là. Ben oui, il fait des enfants, ce monde-là. Là. C'est pas au Québec, là. Ça fait des enfants. Le marché coûte 3 milliards de personnes. C'est la moitié de la planète, quasiment. Je pense que c'est ça, c'est 40% de la population mondiale, quelque chose comme ça. Fait que, oui, c'est dans l'intérêt de Carney, puis là-dessus, il a parfaitement raison de le faire. Puis comme il dit dans son discours de Davos, il dit, regarde, le monde a changé, puis tu sais, on n'a pas d'amis, on a des intérêts, puis l'intérêt, c'est d'avoir des emplois, de diversifier notre économie, puis au diable les droits de la personne, parce qu'on sait que la Chine ne les respecte pas. L'Inde est en train de virer ce qu'on appelle en démocratie autoritaire. C'est pas une dictature, mais il y a un effritement des valeurs démocratiques. Donc, mais bon, il met ça de côté parce qu'il réalise qu'il faut qu'on diversifie notre économie, il faut qu'on s'ouvre des marchés, puis on fera pas ça avec le Liechtenstein puis le Luxembourg. On a besoin de se tourner vers de véritables gros marchés qui vont nous permettre là, d'augmenter nos exportations. Puis, c'est ça. T'as dit de son discours que toi, tu le trouvais incohérent puis hypocrite. Oui. Le discours de, de Carney. Tu veux-tu développer un peu là-dessus? Écoute, il dit la chose suivante. Il dit, à partir de maintenant, on n'a plus d'amis, on n'a que des intérêts, donc on doit faire affaire avec à peu près n'importe qui. Jusque-là, ça va. Mais il dit, par contre, on va quand même faire en sorte de respecter certaines valeurs qu'on juge importantes, dont les droits de la personne. Là, tu fais, OK, parfait, mais la semaine avant son discours, il est en Chine pour signer son accord commercial, puis il est au Qatar pour faire un autre accord commercial. Mais tu sais, mais là, d'accord, tu sais, on crée des nouveaux marchés. C'est ce que tu dis dans la première partie de ton discours. Bravo.
Mais d'un autre côté, tu dis, on doit quand même appuyer des valeurs comme les droits de la personne. Ouais. Oui, mais les Chinois, les Qataris, ne respectent pas les droits de la personne. Donc, c'est hypocrite. En réalité, tu t'en fous des droits de la personne. Pourquoi tu n'es pas honnête? Pourquoi tu ne dis pas simplement, on doit s'ouvrir de nouveaux marchés parce que la compétitivité du Canada dans le monde de demain en dépend? Mais tu dis juste ça. Pour ça, tu signes des accords commerciaux avec les Qataris puis les Chinois. Personne ne va dire que tu es hypocrite. Ça fait tout à fait sens. Mais là, tu dis, en fait, c'est quoi la valeur des droits humains si tu signes avec les Qataris puis les Chinois? Ça vaut pas grand-chose. Essentiellement, ce que tu es en train de dire, le seul pays avec qui on fera jamais affaire, c'est la Corée du Nord. Mais bon, c'est pas vraiment mettre la barre super haute non plus. Ou l'Afghanistan. Hein? Ou l'Afghanistan, c'est ça. Donc, pour ça, je dis, mais c'est hypocrite. Ouais. C'est incohérent aussi. Puis l'autre chose, il dit une phrase super intéressante, parce que Václav Havel, le dissident tchèque, disait la chose suivante dans les années 70 en Tchécoslovaquie. À tous les matins, les commerçants, dans leur vitrine, ils mettaient la petite affiche, là, le poster, là, les travailleurs vaincront, mort au capitalisme. Mais il dit, il n'y a personne qui croit. Personne n'y croyait là, au communisme. Mais ils mettaient cette affiche-là dans leur vitrine pour afficher leurs vertus. Pour pas être identifié ou soupçonné de pas avoir là, des sympathies communistes puis d'être peut-être arrêté ou mis sous surveillance. Ou de se faire stouler par son voisin. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est la grande hypocrisie. Donc, il disait dans son discours, cessons d'être hypocrites, le monde a changé, arrêtons de soutenir un monde de droit international qui n'existe plus de toute façon. Qu'on arrête d'en parler, qu'on arrête d'être hypocrite. OK, d'accord. Mais s'il y a un endroit au Canada où les gens mettent des posters dans la vitrine pour pas être soupçonnés d'être antipathiques à une cause, c'est bien dans la fonction publique fédérale où la diversité, le wokisme, les fêtes à chaque semaine, les mois dédiés à je sais pas quel groupe. Je parle à des fonctionnaires, là, puis ils me confient, là, on s'en fout de cette cause-là. Mais on n'a pas le choix, à chaque semaine, à chaque mois, de participer à ces espèces de salam alek-là, parce que si on le fait pas, si on se présente pas, on va être soupçonné. Tu sais, tu te présentes pas, t'es opposé à cette cause-là. Tu te présentes pas, t'es pas solidaire. Puis là, le début de suspicion commence. T'es pas une personne qui est dédiée à la cause, on va pas te faire confiance. Puis quand va venir le temps de donner une promotion, peut-être qu'on te la donnera pas. Donc les gens embarquent là, dans des célébrations comme ça, pas parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent pas être pénalisés, comme les détaillants tchèques voulaient pas être pénalisés ou soupçonnés d'être antipathiques au communisme en n'affichant pas le petit poster du travailleur avec le poing en l'air. Donc ça, pour moi, c'est aussi une autre forme d'hypocrisie de la part du Canada, de la part de Mark Carney, parce que le wokisme continue à sévir dans la fonction publique fédérale, puis il suffit de parler aux fonctionnaires. Ils vous le disent en privé, évidemment, ils vont pas le dire publiquement. Parce que s'ils font ça, c'est retirer le poster de la vitrine. Ouais, ils savent que les conséquences vont être trop lourdes à payer. Ils vont le faire à la retraite. Là, quand oui, là, les langues se délient. Quand vous avez des gens qui partent à la retraite, là, ils écrivent des livres pour dire à quel point c'était horrible. Ben oui, mais c'est plus le temps, là. Fallait le faire, là, montrer un peu de courage. Fallait le faire quand tu étais là, puis dénoncer la situation. Peut-être qu'en le faisant, tu auras envoyé le signal à d'autres. Bon, ben moi aussi, j'ai une paire de couilles, puis je vais aussi m'exprimer, puis je vais retirer le poster de ma vitrine. Mais là, vu qu'on parle justement là, du Canada, puis de ce sujet-là, tu avais déjà fait, je pense, une chronique, puis tu parlais de l'armée canadienne. Oui. Tu parlais, parce que je pense que ça se situe aussi dans ce sujet-là, on est dedans. Là. Fait que, c'était quoi tu disais? C'est quoi tu sortais? Écoute, je veux dire, il suffit de voir l'armée canadienne, des soldats marcher au pas, le 11 novembre, tu te dis, c'est la chose la plus basique là, qu'une armée devrait être capable de faire, marcher au pas. Puis là, c'est pas, il y en a un dans la gang qui met le pied à 10 cm trop loin que les autres. Là. Je veux dire, qui sont alignés, c'est tout déréglé, c'est tout déréglé, là. Okay. C'est complètement ridicule. Puis là, il y en a qui ont des couvre-chefs différents des autres. L'armée canadienne, écoute, les statistiques, c'est l'Ottawa Citizen qui révélait qu'à peu près, je pense que c'est le 3/4 des soldats de l'armée canadienne sont en surpoids, overweight. Ben là, tu sais, je veux dire, moi, quand j'imagine un fantassin, là, courir dans une tranchée, là, je veux qu'il court vite, là. Je veux pas qu'il soit essoufflé au bout de 50 mètres, là. Donc, ça paye pas de mine. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça maintenant? Parce que la priorité, c'est le wokisme. Les soldats, après des entrevues comme ça, ils m'envoient des messages puis ils me disent « T'as parfaitement raison de dénoncer la situation. » Il dit « Moi, la semaine dernière, j'ai une formation de 4 heures sur...
comment traiter avec respect les personnes avec qui qu'on doit côtoyer sur notre lieu de travail. Comment est-ce qu'on doit faire en sorte de ne pas les offenser? T'es dans l'armée. C'est quoi, avant de tuer le gars dans l'autre tranchée, tu vas t'assurer que c'est son bon genre, que tu vas pas le mégenrer avant de l'abattre? Il dit, c'est complètement ridicule. La priorité devrait être l'entraînement, puis valoriser l'autorité. Oui, puis valoriser les vertus martiales de l'armée. Il dit, ben non, tu fais ça, là, puis va te faire accuser là, de faire de la discrimination ou d'avoir été méchant avec un employé qui va aller se plaindre aux ressources humaines. Ben, t'as beaucoup de soldats qui m'écrivent et disent, moi, je termine mon mandat, mon contrat dans 6 mois, puis j'ai pas l'intention de le renouveler. De se réengager. Puis tu sais, je veux dire, la chef d'état-major de l'armée canadienne, c'est une femme. Aucun problème avec le fait que ce soit une femme, mais le problème, c'est que son poste précédent, c'était la responsable du programme de diversité, équité et inclusion dans les forces armées. Je veux dire, quand tu nommes la gestionnaire des ressources humaines sur les questions de genre à la tête des forces armées, ça envoie aussi un sacré message, là. À savoir, c'est quoi la priorité désormais des forces armées canadiennes. Et après ça, on se demande pourquoi les jeunes hommes veulent plus s'enrôler dans l'armée canadienne. Différentes raisons, c'est peut-être des questions de salaire, c'est un travail qui est sous-payé, puis le fait est que, tu sais, qu'on n'arrête pas de blaster le passé colonial du Canada, puis ce qu'on a fait subir aux uns puis aux autres, c'est pas gentil. C'est par l'armée canadienne qu'on a imposé ce genre de point de vue-là. Mais si on est en train de dire aux gens, parce que ce qui a été fait dans le passé, c'était pas bien, puis on doit s'en mordre les doigts, puis faire acte de contrition, ben ça donne pas le goût de joindre à une organisation qui est autant blastée par les médias. Puis après ça, tu te rends compte que si tu deviens membre des Forces armées, tu vas passer plus de temps dans des formations sur le transgenrisme qu'à t'entraîner puis à valoriser des vertus martiales. Bon, ben, tu te ramasses avec une armée de clowns. Puis ça ressemble à ça, l'armée canadienne, malheureusement. Ben, c'est ça. Est-ce qu'elle est crédible, notre armée canadienne? Ben non. Non. Absolument pas. Il suffit de les voir marcher au pas. Ou de voir un soldat c'est au Centre Bell, je pense, le chanteur de l'hymne national, c'est un homme de l'armée canadienne, là. Bon, mais il y a du cutex. Je veux dire, à quelque part, là, on s'attend pas à ça d'un soldat. Ça fait un peu bizarre, hein? Mais bon, c'est l'image qu'on veut renvoyer. Ben, c'est l'image qu'on veut renvoyer, mais il y aura des conséquences à ça. Est-ce que tu trouves que tu t'exagères un peu? Je pense pas. Écoute, tout ça, c'est basé sur des rapports. J'ai des soldats qui m'envoient de façon privée, de façon anonyme, des documents de formation qui doivent se taper régulièrement. Puis c'est ça, là. J'ai pas le document avec moi, mais il y avait vraiment une formation sur comment ne pas offenser les gens avec qui on interagit sur notre lieu de travail. Donc, ne pas assumer que toi, ton genre, c'est monsieur. Mais c'est l'armée. C'est quoi, là? Ouais. Je veux dire, t'es payé pour t'entraîner, utiliser ton gun, puis si tu vas à la guerre, tuer l'ennemi. C'est ça ton rôle. Pas de pas mégenrer les individus. Ben, c'est quoi ça? Ça va faire créer un effet repoussoir pour... Ben oui, ça fait un effet repoussoir, évidemment. Tous ceux qui voudraient s'y engager. Tu sais, tu veux t'engager dans l'armée, vertu martiale, forces armées, combattre, défendre son pays. Puis tu regardes la publicité qu'on en fait, puis tu dis, ouais, mais on va-tu même me donner un gun? On va-tu même me donner une tenue de camouflage? Est-ce que je vais pouvoir me rouler dans la boîte? Ou non, il y a quelqu'un dans le peloton qui va dire, non, moi, pas me salir, là, puis me casser un ongle. Non, ben, tu sais, j'ai des témoignages de soldats qui me disent, je suis découragé, puis je quitte les forces à la fin de mon contrat. Puis il me semble qu'il manque aussi des effectifs. Je pense, en l'armée. Ouais, on est en sous-effectif. Genre, il en manque... Je pense qu'il manque 15 000. Ouais. En déficit de 15 000 soldats. Mais encore une fois, pourquoi il y a un déficit? Il y a différentes raisons. Le salaire est peut-être pas attrayant. Donc, augmentons les salaires. Peut-être que ça va attirer davantage de jeunes. Mais aussi, revaloriser la dynamique des vertus martiales de l'armée. C'est ça que tu veux dans les forces armées. Puis peut-être que si on le faisait, il y a des gens qui seraient davantage tentés de se dire, bon, ben, tu sais, je vais être en mesure de m'accomplir, de réaliser, tu sais, le masculinisme, hein? Le fameux masculinisme en ce moment, là, c'est la pire, c'est le pire des épithètes qu'on peut avoir. Mais il est peut-être là le secret là, du renouvellement des effectifs. Valoriser ce que devraient être les forces armées. Tu veux plus dire, maintenant, l'aspect virilité. Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est ça la guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine, là. C'est pas Jojo, là.
C'est des gens se poignardent au corps à corps, puis c'est le plus fort qui réussit à poignarder le plus faible. Là. C'est plate, mais c'est ça l'armée. C'est ça la nature de la guerre. Mais j'ai l'impression que le message qu'on renvoie des Forces armées canadiennes, il suffit de voir aussi la page d'accueil du site des Forces armées canadiennes. Vous regardez les témoignages des personnes, toujours 3-4 personnes qui livrent un témoignage, et puis vous avez un truc, la dernière fois j'avais consulté une femme qui disait « c'est génial parce qu'on m'a permis de m'assurer une meilleure conciliation famille-travail au moment de ma maternité ». Aucun problème avec ça. Les femmes qui veulent joindre les Forces armées, qui tombent enceintes, elles ont droit à ce qui est prévu par la loi en matière d'assurance-emploi puis de maternité. Mais est-ce que c'est le message qu'on veut renvoyer des Forces armées, que c'est une institution, un emploi qui permet l'expression de ça? Non. Je me suis accompli dans un métier où on a valorisé les valeurs martiales. J'ai l'impression que le message qu'on renvoie des Forces armées canadiennes, la façon avec laquelle on vend ce travail-là, c'est comme dire à un boulanger, au lieu de... Il me semble que c'est de vendre le travail de boulanger, c'est la farine, de la pâte, mais on le vend d'une autre façon en disant « Tu vas rencontrer des personnes intéressantes au cours de ta journée. » Oui, je sais, d'accord, mais c'est pas ça la raison pour laquelle je veux devenir boulanger. Je veux rouler de la pâte, tu sais, ou un mécanicien. Tu sais, oui, ça va mettre les doigts dans l'huile, puis tu vas découvrir des nouvelles technologies, des nouveaux moteurs. Mais ce qu'on dit, c'est tu vas rencontrer des personnes intéressantes. Mais, oui, mais tu sais, manquer complètement le message, là. Mais tu regardes sur la page d'accueil des Forces armées canadiennes, il n'y a absolument aucune valorisation des valeurs martiales. Donc, on ne fait pas la promotion de ce que devrait être cet emploi-là. Puis, pour ma part, il est peut-être là aussi une partie du problème, du sous-effectif, mais il y a aussi le salaire, évidemment. Puis côté armement, ça ressemble à quoi? Écoute... Sérieux ou... Non, pas vraiment. Écoute, nos sous-marins peuvent pas aller en immersion parce qu'ils prennent l'eau. Mais il avait pas acheté des sous-marins, c'est ça, des sous-marins, genre, qui étaient tous défectueux. Ouais, au diesel britannique, il y en a un, le système électrique a disjoncté, a pris feu, parce que, écoute, je me trompe peut-être, mais de mémoire, ils sont allés en immersion, puis ils ont oublié de fermer la trappe, là. Okay. Fait que l'eau est rentrée, puis il y a un officier qui est mort électrocuté. Ben mais non. les sous-marins peuvent plus, les Canadiens, on en a 4. On en avait acheté 4 à l'époque de Jean Chrétien. Ça sert à quoi? Sous-marin qui prend l'eau. Sous-marin qui prend l'eau ou qui peut pas aller sous l'eau. Fait que c'est pas super génial. Des bottes d'eau avec des trous. Oui, c'est ça. Tu sais, écoute, nos F-18 sont en fin de vie. Oh, puis ils ont pas acheté genre des F-35 américains à coût de milliards et de milliards. Là. Ben ouais, mais genre que les Américains peuvent contrôler, genre il faut leur demander comme une permission ou de quoi. Je pense que c'est comme le logistique là, dedans. Là, oui, c'est ça, le logiciel. Oui. Ouais, le logiciel, je voulais dire. Le F-35, c'est un avion américain que le développement a coûté une fortune. Le Canada en a commandé, je sais pas combien, mais ça va coûter des milliards et des milliards de dollars, alors que c'est elbows up, on est supposé d'acheter ailleurs. Bravo. Mais on n'a pas les moyens, même si comme je disais, on achète des Rafales ou des avions suédois qui pourraient faire un travail tout à fait honnête. Une grosse partie des équipements sont des équipements américains. Donc, les Américains pourraient simplement dire, les moteurs dont vous avez besoin, on vous les envoie pas. Ouais. Donc, achetez donc nos F-35 à la place. Vous n'aurez pas ce problème-là. On a des moteurs pour les F-35. On n'a pas pour les Rafales, mais on a pour les F-35. C'est ça. Mais donc, les F-18 sont en fin de vie. Les chars d'assaut, sur papier, on en a une centaine. Mais j'ai l'impression qu'on en a plus qui servent à cannibaliser les chars d'assaut qui fonctionnent. Donc pour des pièces de rechange. Pour des pièces de rechange. Okay. On a envoyé 4 en Ukraine. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait envoyer, là. Des chars d'assaut fonctionnels qui n'avaient même pas de vision de nuit. Donc, en 2026, là. Carney, il a acheté aussi de quoi aux Australiens, il me semble. Ça se peut-tu en Australie? Ben là on négocie un contrat de sous-marin. Oui, c'est ça. Avec des Coréens, avec un consortium coréen et allemand, je crois. Puis c'est un truc, écoute, de mémoire, je me trompe peut-être, je pense que c'est 15 milliards de dollars pour finalement acheter des sous-marins qui vont pouvoir aller sous l'eau, là. Mais bon, évidemment, mais écoute, pendant des années, il n'y a pas eu les investissements nécessaires. Premièrement. Deuxièmement, je parlais à des gens qui reprochent un petit peu au gouvernement Carney de dépenser des fortunes pour des chasseurs, des F-35, des sous-marins. Alors que la question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce que c'est les équipements qu'on a besoin pour les guerres de demain?
Est-ce qu'on n'est pas en train de garrocher notre argent par les fenêtres? On le voit avec l'Ukraine. Ben oui, c'est les chars d'assaut en Ukraine, les Américains, leur char Abrams, qui est comme leur char d'assaut par excellence, ils en ont envoyé 37 en Ukraine. Puis après l'échec de leur contre-offensive en 2023, l'armée américaine a demandé aux Ukrainiens d'arrêter de les utiliser sur le champ de bataille parce que ces chars d'assaut-là qui coûtent je ne sais pas combien de millions de pièces se font détruire par des drones Radio Shack à 500 pièces. Donc ça n'envoie pas en termes de publicité, la promotion du produit, là, ça n'envoie pas le bon message là, à des acheteurs potentiels. Donc peut-être la question qu'on devrait se poser, c'est au lieu de claquer des milliards et des milliards de dollars dans des sous-marins puis dans des F-35, se pourrait-il que en fonction des guerres de demain, il serait plus intelligent d'investir dans des technologies comme les drones, notamment. Mais j'avais posé la question à des anciens députés. Stéphane Bergeron, j'avais fait une entrevue à mon podcast avec lui, j'avais posé la question, puis il dit effectivement, toutes mes années à Ottawa, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de véritable réflexion sur le type de matériel qu'on doit acheter. Mais ça, c'est typique des forces armées. La plupart des forces armées ont toujours une guerre de retard. Dans la Deuxième Guerre mondiale, là, les Polonais ont chargé les chars d'assaut allemands avec des chevaux. Là. Ça s'est terminé 1-0 pour les chars allemands. Là. L'armée française avait des chars plus puissants que les Allemands, mais ils ne savaient pas les utiliser correctement. Les Allemands avaient une meilleure stratégie. Donc, la plupart du temps, les forces armées ont toujours une guerre de retard. Puis la question que je me pose, c'est est-ce que le Canada ne va pas avoir une guerre de retard? Mais une guerre de retard qui va nous avoir coûté 30, 40, 50 milliards de dollars. Ouais, ben oui. On pourrait peut-être être beaucoup plus efficace en investissant une fraction de cette somme-là dans des équipements qui vont vraiment faire la différence dans les guerres de demain. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a une motivation là-dedans pour attendrir les attentions de Donald Trump, là, oui. Pour la déficit de la balance commerciale, là, oui, essayer d'aller le chercher. Puis le Canada a aussi promis de dépenser 5% de son budget, de son PIB pour la défense nationale. Ouais. Mais en quelque part, c'est un piège à con parce que pour atteindre notre objectif, on va acheter des équipements qui vont peut-être être complètement désuets dans 10 ans. Alors que si on ne dépensait peut-être que juste 2% en matière de défense nationale, mais dans des équipements qui vont véritablement être utiles, au final, ce serait mieux. Donc, il y a aussi cet aspect-là dans le calcul de l'OTAN, dans la stratégie, qui est peut-être un peu ridicule, là, parce que ça force à faire des investissements qui ne sont pas véritablement ceux que les forces armées de demain auront besoin. Puis en même temps, c'est souvent ces investissements-là s'en vont où? Aux États-Unis, tu sais, la plupart du temps. Oui. C'est une façon indirecte de... c'est ça, pour Donald Trump, il veut voir une augmentation des dépenses en sachant très bien que ils n'ont pas d'options pour... non, c'est ça, ils vont pas acheter de l'équipement aux Chinois puis ils n'achèteront pas aux Russes non plus, là. Tu sais, j'ai commencé le podcast en parlant des bons coups et mauvais coups de Trump. Là, vu qu'on parle de Carney, tu me parlais de lui, tu sais, son bilan, parce que ça va faire bientôt 1 an que là, il est là. Oui. Écoute... As-tu des bons coups puis des mauvais coups? Ça, j'ai pas de la misère à croire que tu en as remarqué, là, mais des bons coups aussi. Écoute, je dirais la chose suivante. Sur le plan parlementaire, électoraliste, sur le plan purement partisan, je lui donne un beau A+, là, parce qu'il a été capable de défroquer des députés conservateurs. Il n'a pas sa majorité. Il manque quoi? 3-4 députés pour avoir une majorité? Ouais. Il en a défroqué 3 à l'heure actuelle, 3. Si les libéraux réussissent à conserver leur siège dans la partielle là, que le Bloc a perdu par un vote, là, puis Terrebonne, puis la lettre a été mal adressée. Si les libéraux réussissent à conserver Terrebonne, réussissent à défroquer un autre député de l'opposition, là, ils ont leur majorité. Puis ils sont safe pour un autre 3 ans. Ça, sur le plan purement électoraliste de la joute partisane, écoute, bravo. Il a vraiment fait ce qu'il devait faire. Puis, ultimement, si les libéraux réussissent à obtenir leur majorité, il est parfaitement probable que les conservateurs se disent il faut changer de chef. Parce que Poilievre nous avait promis la victoire. Tout le monde espérait une victoire lorsque Trudeau était encore premier ministre. Puis, la défaite, là, c'est venu un peu comme une surprise parce que personne s'y attendait dans le Parti conservateur. Carney est arrivé. Les journalistes ont dit qu'il y avait un beau CV, qu'il était gentil, que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis il a remporté une victoire que tout le monde pensait impossible pour le Parti libéral.
minoritaire, mais depuis... Écoute, je pense des sondages de quelques mois, fin 2024... C'était à 20%, une affaire de même. Je pense, en termes de sièges, les libéraux n'avaient même pas 12 sièges. C'était même pas un parti reconnu, c'était comme 5 ou 6 sièges. Je veux dire, c'était le carnage, là. Ils ont réussi presque à avoir un gouvernement majoritaire, sans passer à 3-4 sièges. Mais Carney, avec ses manœuvres, a été en mesure, graduellement, d'aller chercher la majorité qui lui a fait défaut le printemps dernier. Ça, sur le plan électoraliste, c'est difficile de dire qu'il a fait un mauvais travail. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on fait une analyse objective. Quand tu diriges un parti politique, c'est d'avoir toujours plus de députés. Puis d'avoir une majorité. Puis les politiques? Les politiques, ben écoute, il est prisonnier de l'héritage Trudeau. Ça, c'est un boulet qui est attaché à sa cheville. Écoute, des investissements militaires sont nécessaires, mais moi là-dessus, comme je viens de te dire, je le critique sur le fait qu'on ne fait peut-être pas les investissements qui sont nécessaires. Le fédéral continue à financer la production de fèves non genrées au Vietnam, des millions et des millions de dollars d'affaires globales Canada. Ça continue à se produire. Ça devrait cesser. Mais ça, c'est quoi cette affaire-là? J'en ai aucune idée. Tu m'avais déjà parlé de... Tu sais, souvent, c'est là-dedans qu'il va se cacher de la corruption ou... La plupart du temps, oui. À l'international, oui. Mais, regarde, par exemple, c'était en 2024, le Canada avait annoncé une enveloppe pour faire du déminage respectueux des sexospécificités en Ukraine. Et tu regardes ça, tu fais 1,5 million, 2 millions, quelque chose comme ça. Pas des formes. Tu sais, c'est pas des sommes faramineuses, là, mais tu regardes ça, tu te dis pourquoi? Puis tu poses la question aux gens, aux fonctionnaires, aux ministres, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Personne qui est capable de répondre à la question. Tu sais, ça devient un peu suspect. Donc oui, les gens, avec raison, se posent la question, est-ce que c'est une façon de détourner de l'argent? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais même si c'est pas une façon de détourner de l'argent, faut qu'on arrête de financer des conneries pareilles, là. Puis il suffit d'aller sur le site d'Affaires Globales Canada puis voir la liste des subventions, des trucs, là. Écoute, à un moment donné, qu'est-ce qu'on avait découvert? Je pense un financement de haricots dans les Caraïbes pour favoriser l'entrepreneuriat chez les femmes. Là, tu te dis, est-ce que c'est véritablement la responsabilité du gouvernement canadien de faire ça? Tu sais, l'aide internationale... Moi, pour ma part, l'aide internationale, c'est... T'as un tsunami, t'as des gens là qui ont tout perdu, qui vivent dans la rue. Comme en Haïti. Oui, un tremblement de terre, c'est ça l'aide internationale. T'envoies de l'eau, des couvertures, t'envoies des gens reconstruire les infrastructures qui ont été détruites. Ça devrait être ça, l'aide internationale, et rien d'autre. Donc, en cette matière-là, Carney continue la logique de Trudeau en dépensant des millions et des millions de dollars dans ce que j'appelle des patentes à gosses, là, qui relèvent absolument pas de ce que devrait relever l'aide internationale du Canada. Quand ton peuple, tes propres citoyens, ils en arrachent. Ah oui, mais c'est ça. Au Canada, tabarnak, tout le monde en arrache. À un moment donné, tu te dis, c'est certains citoyens canadiens qui auraient besoin d'aide internationale. Tu sais, quand tu as des gens à la fin du mois qui sont plus capables de se nourrir ou pour être en mesure de nourrir leurs enfants avec des fruits, des légumes puis de la viande, les parents doivent faire des sacrifices. Dire il y a un problème, là. Donc, en matière de priorité, là, le gouvernement Carney n'a pas une note de plus là-dessus. Là. Mais c'est encore une fois, c'est la situation de la politique domestique, elle est un petit peu négligée, j'ai l'impression, de la part de Carney. Parce que l'économie ne s'améliore pas. Le budget, le déficit va s'accroître encore une fois cette année. Puis la réaction face aux États-Unis, il y a des chances que le Canada entre en récession. Les compagnies qui se délocalisent vers les États-Unis. C'est parce qu'à un moment donné, là, j'avais utilisé cette phrase-là, le Canada va avoir deux choix à faire. Il va avoir un seul choix à faire entre ces deux options-là. Être un vassal heureux ou un esclave malheureux. À un moment donné, il va falloir réaliser que malgré tous les efforts de diversification de l'économie canadienne qui doivent se faire, l'immense majorité du commerce international du Canada va continuer à se faire avec les États-Unis. Donc, être dans une guerre commerciale avec le principal partenaire du Canada d'hier, de maintenant et de demain, c'est contre-productif. Puis là-dessus, Poilievre a eu davantage raison en disant, là, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de pragmatisme puis de réaliser la situation dans laquelle on se trouve. Oui, on peut élargir des marchés ailleurs, mais il ne faut pas que ça soit la priorité, la seule priorité.
Il va falloir être réaliste puis réaliser que on a le partenaire qu'on a, on est prisonnier de notre géographie, puis ça va toujours être les États-Unis, notre principal partenaire commercial. Donc, qu'on arrête là, de faire des elbows up puis de bomber le torse alors qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Parce que si on continue à faire ça, c'est vraiment l'économie canadienne va en souffrir, là. Donc, ça là-dessus, il y a un réalisme qui n'a pas été fait de la part des libéraux et de Carney depuis son élection il y a presque un an, là. Puis là, parce qu'il y a une autre affaire, tu disais, c'est qu'il se tourne pas mal vers l'Europe, tu sais. Il essaie de se tourner vers l'Europe. Puis là, c'est ça, moi, j'aimerais ça qu'on parle de... Ben, c'est ça, de la situation en Europe, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe là-bas, tu sais, comment ça va, tu sais, est-ce que financièrement ça va bien? Est-ce qu'on redoute une guerre peut-être en Europe? Guerre civile, oui. Mm-hmm. Plus qu'une guerre contre la Russie. Parce que ce qu'on regarde, ce qu'on voit se produire en Europe, dans les différents pays de l'Union européenne, c'est pas Jojo, là. En Allemagne, en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, beaucoup, là, tu sais, ça brasse en maudit. Puis des dérives autoritaires, là, je m'excuse, mais envoyer des gens en prison, là, pour des posts, là, sur les réseaux sociaux, là, ça fait 1984, là. C'est indigne d'une démocratie. Donc, il y a du ressentiment, il y a des conflits intercommunautaires en Grande-Bretagne, qui vont à un moment donné, un jour, probablement mettre le feu aux poudres. En France, ben, on a vu ce qui s'est passé il y a une couple de jours avec l'assassinat du jeune Quentin par des milices d'extrême gauche. Donc, ça bouillonne en Europe, là. Je veux dire, la stabilité politique des pays européens, là, il y a de la violence politique. Parce qu'on dit toujours, l'État doit être la seule entité à détenir, avoir le monopole de la violence légitime. On se rend compte en France maintenant, une partie de la violence légitime, ça appartient aux milices d'extrême gauche. Donc un pays qui commence à tolérer ça, ben c'est un pays où le contrat social-démocratique là, s'est effondré, là. Ben, ça, c'est hyper problématique. Puis après ça, je veux dire, le Canada se tournait vers l'Europe, c'est un marché de 450 millions, je pense, de consommateurs. D'accord, c'est plus que le marché américain, mais le problème, c'est que pénétrer le marché économique européen, c'est avoir à dealer avec la bureaucratie européenne. Et j'en parlais on a fait un podcast avec Stéphane Dion, qui a été ministre des Affaires étrangères du Canada en Allemagne et en France, puis j'ai posé la question, puis il confirmait que effectivement, non seulement pour une compagnie canadienne, aller s'installer en Europe, c'est difficile à cause de la géographie, par rapport à aller s'installer aux États-Unis. Des raisons évidentes, il faut traverser un océan, mais un autre obstacle, c'est l'immense bureaucratie que la Commission européenne, que l'Union européenne impose aux compagnies qui veulent aller s'y établir. Donc, pour le Canada, là, je vois pas en quoi l'ouverture vers le marché européen pourrait vraiment changer quoi que ce soit à la politique commerciale du pays. Mais pour en revenir, c'est ça, à l'Europe en tant que telle, oui, il y a des troupes civiles, il y a une érosion, je pense, de la démocratie dans les pays européens qui est extrêmement problématique. Il va y avoir des élections en France, par exemple, en 2027. S'il y a l'élection de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, c'est sûr que ça va changer la donne, ça va changer les choses. On regarde en Grande-Bretagne, c'est pas demain la veille qu'il va y avoir des élections parlementaires en Grande-Bretagne, mais d'ici 2 ou 3 ans, on regarde les sondages actuels, et puis c'est Nigel Farage et son parti Reform qui remporterait une victoire, une majorité écrasante. Donc, ces partis-là incarnent le mal des populations européennes. Le ras-le-bol. Le ras-le-bol, le désarroi face à leur situation économique, matérielle, le pouvoir d'achat des gens diminue, l'insécurité à laquelle ils sont confrontés dans les grandes villes. Puis ça, c'est un secret pour personne. Il suffit d'aller se promener à Paris, par exemple, où je vais souvent, puis tout le monde sait qu'il y a des quartiers où il ne faut pas y aller. Ben, il y a un député du Bloc québécois qui s'est fait attaquer à Bruxelles. Oui, à Bruxelles, oui, ben c'est ça, Bruxelles, Molenbeek. Non, en fait, près du quartier européen, qui n'est pas les quartiers dont on fait souvent mention comme étant des quartiers, des zones de non-droit comme Molenbeek. Mm-hmm. C'est le quartier européen où il s'est fait voler sa montre, il s'est fait tabasser. Ouais, c'est ça, il s'est fait attaquer. Ben, l'insécurité, j'ai habité en Belgique pendant 1 an et demi, puis dans le tramway, j'ai assisté à des scènes
absolument disgracieuse, là. Une jeune femme assise seule en train de lire un livre sur son téléphone, 3-4 gars qui se mettent à l'entourer, puis à lui demander son numéro de téléphone, puis elle leur dit « Ben non, je n'ai pas mon numéro de téléphone. » Puis là, c'est salope, connasse, et puis les gifs qui commencent à gicler de gauche à droite. Les passagers, tout le monde se regarde, tout le monde trouve ça dégueulasse, mais personne n'agit. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'au moins un des 3 gars a peut-être un gun sur lui, puis les 3 ont au moins un couteau sur eux. Donc les gens refusent d'intervenir parce qu'ils savent que ça va mal se terminer pour eux. Donc les gens vivent quotidiennement dans l'insécurité, dans les grandes villes européennes. Donc ça, tu sais, on a 3 besoins principaux. On s'attend à ce que l'État assure la satisfaction de 3 besoins principaux. Ça, c'est le secret d'un régime qui va être stable, puis c'est la raison pour laquelle un régime va être instable quand ces besoins-là ne sont pas satisfaits. Bonheur matériel. Les gens veulent un salaire, veulent être capables de mettre de l'argent de côté pour leurs vieux jours, mettre de l'argent de côté pour partir en vacances avec leur famille. Être capable aussi de s'acheter une maison. J'ai toujours dit, il y a une règle non écrite dans le contrat social démocratique, c'est mes parents ont eu une meilleure vie matérielle que mes grands-parents, j'ai une meilleure vie matérielle que mes parents, et j'entretiens l'espoir que mes enfants vont avoir une meilleure vie matérielle que moi. La génération grand-papa, parents, moi, globalement, ça s'est concrétisé. Mais pour beaucoup de jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans, des gens qui nous écoutent, réalisent que, contrairement à leurs parents, ils seront jamais propriétaires. Ils vont être condamnés à être propriétaires. Pourquoi? Il suffit de regarder le prix moyen d'une maison au Canada, comment ça a augmenté au cours des 30 dernières années. Ça a augmenté de combien de pourcents par rapport au salaire réel, le pouvoir d'achat des gens. Donc, quand ça n'existe plus, ça crée du désarroi. Premièrement, l'insécurité. Personne ne veut vivre en insécurité, là. On veut être capable de sortir dehors, laisser nos enfants jouer dans la rue sans risquer qu'un chauffeur saoul vienne les faucher ou qu'ils soient violés ou poignardés par un maniaque. Bon, mais vous vivez en Europe, puis malheureusement, les gens en viennent à la conclusion qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Puis le dernier besoin, c'est la liberté personnelle. On veut avoir une sphère dans laquelle on va être en mesure d'agir comme on le souhaite, en subissant le moins possible d'interférence de la part de l'État, des autres ou des agents de l'État. Mais c'est parce qu'on regarde, par exemple, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Québec, au Canada. Tu sais, quand t'es rendu, t'as des municipalités qui mettent des micropuces en dessous des bacs de poubelle pour pouvoir suivre les gens. Ou les guns à chaleur. Oui, les guns à chaleur pour les foyers. Pour les foyers. Là, à un moment donné, les gens se disent, là, hey, minute, là, vous êtes en train, là, d'intervenir dans ma zone à moi, là, ma sphère personnelle à moi, et j'ai de moins en moins de liberté personnelle, ça crée aussi du ressentiment. Ouais. Après ça, est-ce qu'on se surprend réellement qu'il y a une érosion de la démocratie et qu'il y a une émergence des partis qu'on dit plus autoritaires ou des partis extrémistes? Moi, faut pas chercher midi à 14 heures. S'il y a l'émergence de ces partis-là qui expriment le ras-le-bol des gens, c'est parce que les régimes démocratiques sont plus en mesure de garantir aux gens la satisfaction de ces 3 besoins-là. C'est ce qui se passe en ce moment en Europe. Enfin, faut pas se surprendre de voir l'émergence du Rassemblement national, de la France insoumise, du Reform de Nigel Farage, de l'AfD en Allemagne, de la victoire de Meloni en Italie, des victoires répétitives d'Orban en Hongrie. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation d'un mal profond des sociétés libérales capitalistes. Puis on va commencer graduellement au Canada à voir l'émergence aussi de cette forme de frustration-là. Qu'on a commencé un peu à voir sous Poilievre, puis on l'a beaucoup critiqué pour ça, parce qu'on l'a traité de mini-Trump ou de Maple MAGA, puis même des chroniqueurs disaient que j'étais littéralement un politicien fasciste ou d'extrême droite, parce que, d'une certaine façon, ils réalisent que cette insatisfaction-là, puis c'est un politicien, il sent la bonne affaire, puis il voudra en profiter. Mais il y a la réaction des médias qui l'empêche un petit peu de le faire. Mais en Europe, la démocratie européenne, elle est menacée, là. Pourquoi? Parce que les régimes démocratiques sont incapables de garantir la satisfaction des 3 besoins les plus essentiels des individus. Est-ce que l'Union européenne, c'était une bonne idée, une fausse bonne idée? Ça pourrait être une bonne idée si c'était une Europe respectueuse du droit des peuples, mais qui est un véritable marché économique qui sera en mesure de compétitionner le marché économique américain, russe, chinois ou indien.
Mais le problème, c'est que vous avez des politiques qui sont mises en place, des politiques communes, mais les pays essaient toutes par la porte arrière de se négocier des exceptions à gauche et à droite. Fait que ça fait en sorte que l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Donc si ça pouvait être le cas, l'Europe pourrait être compétitive. Il y a un potentiel économique incroyable en Europe. Mais encore faut-il que l'Europe ne parle que d'une seule voix. Puis sur la question de la défense, ça pourrait être aussi le cas. Il faudrait que les pays européens soient en mesure de parler d'une seule voix. Or, c'est pas le cas du tout, puis on le voit en ce moment dans la crise en Ukraine. La Slovaquie, la Hongrie sont en train de rompre les rangs par rapport au reste de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'Ukraine a posé des gestes qui portent atteinte à leur souveraineté, quasiment un acte de guerre. Puis ils réclament la fin des contributions financières de l'Union européenne à l'Ukraine. Donc, vous avez des dissensions comme ça. Donc, évidemment, à 27, c'est difficile de parler d'une seule voix. Mais si ça pouvait être le cas, ah ben là, oui, 27 pays alliés ensemble avec une politique de défense commune, peut-être même une armée commune, mais ça, c'est utopique. Ben là, ça pourrait faire réellement peur à des dirigeants comme Vladimir Poutine, là. Mais de qu'est-ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont mis trop de conditions là-dedans. Tu sais, ça aurait dû être plus comme une union économique ensemble. Puis là, en tout cas, là, tu sais, ça serait plus facile de s'entendre, peut-être les 27 pays ensemble, là, tu sais. Oui, puis un meilleur contrôle des frontières aussi. Parce que le problème, c'est que il suffit qu'une personne, un étranger, rentre par un des pays membres de l'Union européenne, puis après ça, ben, liberté de mouvement. Les personnes se déplacent essentiellement vers les mêmes pays, se créent des ghettos dans différentes régions, différents pays. Ben ça, c'est un problème. Si l'Europe est en mesure de véritablement garantir une meilleure protection de ses frontières, il y aurait beaucoup de problèmes qui pourraient être évités en ce moment, évidemment. Mm-hmm. Parce que, tu sais, moi, en tout cas, t'es pas... tu seras pas surpris de ça. T'sais, moi, j'étais un esti de souverainiste. Là, je vois ça, là. Fini, ben raide, là, puis je l'assume à 100%. Mais tu sais, moi, je revois qu'est-ce que moi, je reproche de l'État canadien fédéral, c'est l'impression que les problèmes sont les mêmes avec l'Union européenne, qui s'accapare des pouvoirs que finalement serait beaucoup plus légitime des données c'est sûr que ça devient dans les champs de compétences des pays mêmes. Oui, mais ce qu'on reproche beaucoup à la Commission européenne, c'est d'imposer des normes mur à mur qui doivent ensuite s'appliquer à tous les pays. Et ça fait fi des spécificités de certains pays. C'est pour ça aussi que la Grande-Bretagne est sortie de là, je pense. Là. Oui, ça fait partie des raisons. Ça faisait partie des raisons, mais tu sais, par exemple, quand j'étais en Belgique, il y a une bière à Bruxelles, la Gueuse. Il y a une brasserie. C'est un goût qui s'acquiert. C'est une bière avec un goût vraiment unique, mais le processus de distillerie, de fermentation, exige la présence d'une bactérie. Pas dangereuse pour l'être humain parce que les Bruxellois boivent de la gueuse depuis des décennies puis ils en meurent pas, là. Mais le problème, c'est que l'imposition des normes de la Commission européenne faisait en sorte que la brasserie en question aurait pu fermer. Mais est-ce que c'est vraiment la responsabilité du Parlement européen, de la Commission européenne, d'adopter des décisions de cette nature-là qui vont avoir des conséquences directes sur des emplois en Slovaquie, en Grèce, en Pologne ou à Bruxelles même? Et ça entretient de la frustration parce que les gens qui imposent ces réglementations-là, c'est des bureaucrates, c'est pas des gens qui sont élus. Ouais. Ben, le même problème qu'ils citent, là. Ben c'est ça. Donc, en réalité, là, l'Union européenne, dans la perception des gens, c'est plus une démocratie, c'est une bureaucratie. Mm-hmm. Ça devrait pas être ça. C'est les élus qui devraient prendre des décisions qui s'appliquent aux citoyens. Va-tu finir par briser l'Union européenne, tu penses? Ben, elle a commencé à craquer, avec la Grande-Bretagne qui a foutu le camp. Mais les Européens ont toujours dit la Grande-Bretagne, c'est pas vraiment un pied en Europe puis l'autre pied en Amérique, là. C'est pas vraiment à cause que c'est une île, principe insulaire. Elle a quand même sorti de l'Union, là. C'est quand même sorti de l'Union européenne, oui. Mais écoute, par contre, le problème avec la Grande-Bretagne, ça a été extrêmement difficile pour eux et coûteux de quitter l'Union européenne. Parce que les Européens ont voulu envoyer un message aux autres pays membres. Si vous voulez le faire, ça va être difficile. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Puis donc l'idée, c'est d'envoyer le message que ce soit le premier et le dernier pays à quitter l'Union européenne. Mais il va y avoir un moment donné une frustration. Écoute, juste la France, c'est le meilleur exemple pour moi. Tu sais, le Rassemblement national, c'est un parti anti-système. Un parti de protestation qui n'a jamais gouverné. Puis vous avez la France insoumise qui est un parti d'extrême gauche. Mettez bout à bout les gens qui votent puis Reconquête d'Éric Zemmour, mettez bout à bout là, tous les électeurs de ces partis-là,
c'est au moins 50% de l'électorat français. Des gens qui sont prêts à voter pour des partis de ras-le-bol ou des partis anti-système. C'est représentatif d'un sacré problème. Tu sais? Puis le problème, c'est pour le Rassemblement national, à chaque fois qu'ils sont sur le point de remporter une élection, les autres partis les bloquent. Non, ils s'allient ensemble pour... Là, les gens se disent, oui, mais là, à un moment donné, là, c'est parce que moi, j'exprime ma frustration en votant pour le Rassemblement national, mais vous faites tout pour bloquer l'accession au pouvoir de ce parti-là. Mais mes frustrations ne sont pas réglées. Les problèmes que j'exprime par mon vote pour le Rassemblement national ne sont pas réglés si vous ne permettez pas au parti de gouverner. Ouais. Ben, c'est ça qui se passe en France là, en ce moment. C'est ça. C'est non seulement vous empêchez le Rassemblement national de gouverner, mais en imposant un cordon sanitaire, vous êtes en train de m'envoyer mon message que mon vote est puant. Parce que je suis une personne puante qui vote pour un parti d'extrême droite. Alors que je suis pas xénophobe, je suis pas raciste. J'ai des frustrations légitimes que je souhaite exprimer, que je souhaite voir régler, mais l'establishment met en place des contrepoids qui non seulement ne contribuent pas à régler les problèmes, mais accentuent la frustration des gens qui votent pour ce parti-là. Fait quelle est la conséquence? Les gens sont encore plus en maudit et votent encore davantage pour le Rassemblement national. Mais, puis tu sais, ce qui est vraiment frustrant pour les Français, les partis qui gouvernent, espèce de coalition qui gouverne la France, c'est une partie des républicains, c'est les socialistes, puis les écologistes, puis le bloc central de Macron. Tu mets bout à bout là, tous ces partis-là, le pourcentage de votes qu'ils ont obtenu aux dernières élections présidentielles, c'est même pas 20% des voix. T'sais, en quoi est-ce que ce bloc-là, c'est démocratique et représentatif de ce que ressentent les Français? Tu sais, à un moment donné, si les Français voient un phénomène comme ça se produire, ils peuvent légitimement en venir à la conclusion que la démocratie, c'est une parodie. Ouais. Parce qu'en réalité, les frustrations qu'ils expriment ne sont pas prises en compte. Parce que vous avez une clique de petites élites qui ne veulent pas perdre leur limousine puis leur pouvoir. Les gens disent, ben, c'est pas ça la démocratie, là. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est pas le pouvoir du peuple pour servir une minorité d'élites qui s'accrochent bec et ongle à leur siège, à leurs marocains, puis à leur limousine, puis à tous leurs privilèges. Bon, ben, malheureusement, c'est ça la perception que les gens ont en France. Puis pas uniquement en France, mais dans d'autres pays européens. Donc, à terme, ça, c'est une bouilloire qui pourrait faire exploser en tout cas, qui, en ce moment, clairement, mène à une érosion de l'esprit démocratique en Europe. Puis si ça ne cesse pas, vers quoi ça va mener, je ne sais pas, mais pas quelque chose de très joli. Est-ce que... Parce que, tu sais, ça avait l'air que, mettons, que la France est en train de se réarmer ou de se repréparer à une guerre ou à une peut-être éventuelle guerre, tu sais. Puis ça a l'air aussi, la Russie, ça a l'air aussi, c'est un peu la même affaire, tu sais, qu'ils sont en train de préparer leur pion au cas où que ça pète, là. C'est plus préventif qu'autre chose. OK. Regarde, la Russie, là, tu regardes la conduite de la guerre depuis 4 ans, les soldats russes, les gens qui se battent là, en Russie, en Ukraine pour la Russie, c'est des volontaires. Ouais, on est encore rendu là. C'est des gens qui se sont mobilisés. Ils sont payés. Ils sont payés extrêmement cher. 4, 5, 6 fois le salaire moyen de leur région. C'est gagné à la loterie. Ils ont la possibilité de sortir de la misère. Des mercenaires du groupe Wagner, des mercenaires africains, des soldats nord-coréens. C'est ça les soldats russes qui se battent en Ukraine. Donc les soldats russes qui se battent en Ukraine, là, c'est pas des gens qui vont risquer leur vie gratuitement. Ils le font parce qu'on les paye. Ou parce qu'ils ont la possibilité d'avoir une libération conditionnelle. Donc des prisonniers au début de la guerre qui avaient été recrutés par Prigojine, qui dirigeait le groupe Wagner. C'est venez combattre pendant 6 mois, puis vous allez avoir une remise de peine. Vous avez des assassins, des violeurs qui sont joués à l'armée russe. Mais si c'est que des volontaires, ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à se mobiliser et mourir gratuitement. Mais s'il y a une guerre généralisée entre la Russie et le reste de l'Europe, il va falloir plus que 500 000 soldats. Il va en falloir des millions. Ça va exiger une conscription de gens à qui on va demander d'aller risquer leur vie gratuitement. Autant en Europe qu'en Russie. Oui, mais en Russie, le problème, c'est la base du contrat social. Les gens acceptent de ne pas avoir de liberté politique, en échange de quoi on leur garantit liberté personnelle, sécurité et bien-être matériel.
Mais ils sont obligés d'envoyer 2-3 millions de soldats combattre en Europe parce qu'ils décident d'envahir les pays baltes, la Pologne puis la Roumanie. Ça sera pas juste des volontaires. Ça va être des conscrits, des gens... Ils veulent pas être là. Ils veulent pas être là. Ils vont dire, hey, minute là, moi j'ai pas de liberté politique, d'accord, mais en échange, vous me foutez la paix dans ma sphère personnelle, je vis en sécurité, puis matériellement parlant, je suis capable d'assurer la satisfaction de mes besoins les plus fondamentaux. Mais là, non seulement vous êtes en train de me priver de ma liberté politique, mais vous me forcez, moi ou mes fils, à aller mourir pour une cause à laquelle je ne m'identifie pas nécessairement. Non. La ligne rouge a été franchie, on n'acceptera pas ça. Puis si, maintenant c'est un scénario où la France vient attaquer la Russie. Non, ça n'arrivera pas. Non? Non. Ça non plus. Non, parce que de toute façon, les Européens n'ont pas de politique de défense commune. Puis ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Ils ont essentiellement plus d'armement, là. Mm-hmm. Ils ont tout donné à l'Ukraine. Et puis, si l'Europe a à se battre, ça va être uniquement pour des raisons défensives. Ils vont pas attaquer. OK. Donc, moi, je ne crois pas à ce scénario-là. Okay. Mais dans le contexte actuel, c'est la violence. Il n'y a plus de droit international. On le disait au début du podcast. C'est la force qui peut prévenir le recours à la force par quelqu'un d'autre. C'est le monde dans lequel on vit. Il est parfaitement légitime puis raisonnable pour les pays de se réarmer puis d'avoir une force militaire qui est dissuasive. Okay. Fait qu'on n'est pas dans une montée d'une potentielle troisième guerre mondiale. Là. Non, mais la Première Guerre mondiale, personne n'avait prévu. L'assassinat d'un archiduc, d'un prince héritier, dont tout le monde se sacrait en réalité, la suite des choses, l'irrationalité des différents... Ça amenait à une escalade, à un engrenage fatal dont ça a pris 4 ans pour s'en extirper. Puis le problème, c'est qu'on pourrait très bien se retrouver dans une situation irrationnelle comme ça, se retrouver dans un engrenage fatal où de mauvaises décisions sont prises par-dessus d'autres mauvaises décisions et qui peuvent mener à un engrenage comme on l'a connu à l'été 1914. Ça, on ne peut pas l'exclure, malheureusement. Mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a comme beaucoup de mécontentement à travers le monde, tout partout dans le monde, tu sais, des guerres commerciales, des guerres économiques, des territoires, des puissances qui prennent de la place, qui tassent les autres. Il y en a d'autres qui veulent s'affirmer, puis veulent essayer de trouver, tu sais, comme la France, c'est un peu ça, là, tu sais. Là, vu que les États-Unis sont plus là, ils veulent être comme le genre de leader. Tu sais, juste le Carney, là, avec son discours, là, on dirait qu'il va être la personne qui tient tête à Trump, là, tu sais. En même temps, je pense pas que c'est si différent de qu'est-ce que le monde a toujours été, là, tu sais, fait que... Non, ça a toujours été comme ça. Puis écoute, peut-être l'avantage d'un monde comme celui-là, peut-être qu'à un moment donné, tous les pays vont réaliser, c'est trop bordélique, on a besoin d'ordre, on devrait s'entendre autour de normes, de règles qu'on va tous accepter d'appliquer pour justement faire en sorte apaiser le tout, parce que vivre dans une situation anarchique comme celle-là, c'est trop incertain, ça crée des tensions dont on n'a pas réellement besoin, qui peuvent porter préjudice à notre capacité de faire du commerce avec d'autres pays, de s'enrichir. Tu sais, toujours retour du balancier. Un extrême va toujours mener à un autre extrême. L'émergence du droit international, ces normes-là en 1945, qui ont émergé avec la Charte de l'ONU, ça fait suite à la Deuxième Guerre mondiale. Où là, les gens se sont dit, là, ça fait 2 guerres mondiales de suite qu'on a à l'espace de 25 ans, des millions et des millions de personnes meurent, là, il faut qu'on s'entende autour de règles pour ne plus que ça se reproduise. Donc, hyper-violence a mené à l'émergence d'un monde hyper-pacifique, très normé avec la Charte de l'ONU. Et là, c'est l'effritement de ces normes-là qui vont mener, inévitablement, c'est le monde de demain, au recours de plus en plus habituel à la force brute. Puis à un moment donné, les gens vont se dire, là, ça n'a plus de bon sens, on doit sortir de ce monde-là, on doit se réimposer des normes pour calmer le jeu. Donc là, le balancier est en train de monter à un autre extrême. Ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où ça va aller. Mais à un moment donné, il va y avoir une frustration globale qui va amener un retour du balancier vers un monde plus normé. Puis pour l'Ukraine puis la Russie? Ça va continuer. Ça va continuer en 2026. Avec Jocelyn Coulon, notre podcast, il a fait une vérification. Il a posé la question. Il dit, les accords de paix au Vietnam, ça a été signé en 1973. Mais sais-tu en quelle année le début des négociations a commencé entre les États-Unis et le Vietnam du Nord? Je sais pas. 68.
Ça a pris 5 ans entre le début des négociations puis la ratification de l'accord de paix. Ben oui, il y avait une affaire, c'est parce qu'il disait aussi, il s'ostinait sur la table. La table, exactement. Il y en a un, il voulait en rond, l'autre en rond, carré. En carré, ou juste, parce que dans le fond, juste 4 personnes, il ou 6 ou 8. Il en voulait pas de paix. Non, c'est ça. Il voulait continuer à la faire. Puis c'est une façon de tester la détermination de l'autre, tout ça. Le problème, c'est que l'Ukraine a la perception que s'ils continuent à combattre, ils ont la possibilité de remporter la guerre. Que ce soit vrai ou non, la question n'est pas là, c'est leur perception. Puis du côté de la Russie, ben, ils grignotent du terrain inexorablement depuis 2023, puis ils se disent, ben, si on continue la guerre, on va gruger encore plus de terrain. Fait que quand tu as les deux parties qui s'imaginent pouvoir gagner la guerre, pourquoi est-ce qu'ils y mettraient fin? Pourquoi ils s'entendraient sur une deal? Aucun parti a des motivations pour le faire. Donc, ils vont continuer à combattre, comme ça a été le cas entre le Vietnam du Nord et les États-Unis en 68, jusqu'à ce que ça commence à aller un petit peu mal pour les Américains, où là, ils se sont dit, bon, ben, on va signer, hein, parce que là, clairement, on est en train de perdre. Ouais. Mais tu avais dit que dans un podcast, tu en parlais, je pense que c'était à Radio X, tu disais que peut-être la seule option potentielle vraiment viable que les Russes pourraient accepter, ce serait un conflit ouvert, un peu comme la Corée. Oui. Donc, pas un accord de paix, mais un cessez-le-feu. Un accord de cessez-le-feu. Puis pour les Ukrainiens, ils pourraient dire aussi, il y a un accord de cessez-le-feu. Donc, il y a une ligne de démarcation. Peut-être avec une protection ou supervisée par des casques bleus ou certains pays pour s'assurer qu'ils ne vont pas se retaper sur la gueule une semaine plus tard. Ce qui permettrait à Zelensky de dire, ben, les territoires perdus ne sont pas réellement perdus. Parce que la guerre n'est pas terminée, ce n'est qu'un cessez-le-feu. Donc, entretenir l'idée que peut-être dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on aura la capacité de reprendre ces territoires-là qui nous appartiennent toujours. On ne les a pas cédés. Puis qu'est-ce que la Russie gagne là-dedans? Geler le conflit, pouvoir se refaire financièrement, l'économie russe. On en a pris une shot, ça a l'air. Oui, puis cesser d'investir autant dans l'industrie de la guerre, parce que ça crée beaucoup d'inflation. Puis tu as une partie de la population qui est victime de cette inflation-là, puis si c'est le cas, ben ça crée de l'insatisfaction qui peut affaiblir le régime. Donc ça pourrait être dans l'intérêt russe, en matière de politique interne, de momentanément mettre un terme au conflit afin de reprendre le contrôle un petit peu de l'économie, parce que là, ils en perdent un petit peu le contrôle. 40% du PIB investi ou presque 40% du PIB investi dans le ministère, dans la défense. C'est beaucoup plus que l'OTAN. Le 5%, ils sont à presque 40%. Ben, ça crée de l'inflation, là. Puis le fonds souverain russe, ben, il en prend pour son rhume. Et puis ce que Vladimir Poutine a été obligé d'annoncer récemment, c'est une augmentation de la TVA, de la taxe. Ça, c'est jamais bon. Il a besoin de liquidité. Il a besoin de liquidité. Donc, et la raison pour laquelle ça pourrait être dans son intérêt de mettre un terme momentanément au conflit, c'est diminuer les dépenses militaires, stabiliser l'économie, parce que si ça continue comme ça, la TVA qui est passée de 20 à 22% pourrait être appelée à passer à 24%, 26%. Encore une fois, c'est la deal. J'ai pas de liberté politique, mais j'ai de la sécurité. Vous me foutez la paix dans ma sphère privée et j'ai un bonheur matériel qui est garanti. Ben, si tu paies toujours de plus en plus de taxes, ton bonheur matériel, graduellement, il en prend pour son rhume. Fait que ça peut aller autant des deux bords. Tu sais, les deux côtés peuvent autant ne pas vouloir la guerre, comme que les deux côtés pourraient décider de... Ils ont à perdre, ils ont trop à perdre, fait que là, on décide de geler le conflit. Pour des raisons qui leur sont propres. L'Ukraine, c'est, on manque de soldats. On n'a plus de chair à canon, donc il faut cesser parce que peut-être que l'envoi de conscrits ou plutôt des gens kidnappés dans la rue, ça commence à générer trop de frustration de la part de la population. Cette stratégie-là n'est plus soutenable dans le temps, donc on doit cesser. Fait que ça n'a pas le choix d'achever, on peut dire. Oui, toute guerre va devoir s'achever. Ça dure depuis 4 ans. C'est une boucherie. On ne sait pas exactement combien de soldats ont été tués de part et d'autre. Les estimations, ça passe du côté ukrainien à peu près 50 000 à 150 000. Certaines personnes disent que les soldats russes morts et blessés, c'est plus d'1 million. Bon, quel est le véritable chiffre? On ne le saura jamais. Mais honnêtement, les analystes qui ont regardé sur la base des nécrologies dans les journaux en Russie,
l'augmentation de la taille des cimetières aussi en Russie, estime que le nombre de soldats russes tués depuis 4 ans tournerait autour de entre 150 et 200 000. 200 000 morts. À quoi il faut ajouter 2 fois plus de blessés. Donc, des soldats morts et mis hors de combat, en Russie, ce serait 500-600 000. Donc, on peut légitimement penser que c'est à peu près des chiffres relativement similaires du côté ukrainien. Donc, on peut dire, globalement, au total, tués, blessés, de part et d'autre, c'est à peu près 1 million d'hommes. Mais ça va devoir cesser. Toute guerre se termine soit par la victoire finale d'un des 2 camps. Ça sera clairement pas le cas dans le cadre de ce conflit-là. Donc, la seule alternative qui reste, c'est par la négociation. Et la négociation va être possible lorsque les 2 camps vont juger qu'ils ont plus d'intérêt à mettre un terme au conflit qu'à le poursuivre. Ouais. Je pense qu'en ce moment, ils n'en sont pas rendus là. Mais inévitablement, encore. Un jour, ils vont réaliser que c'est dans leur meilleur intérêt. Fait qu'ils peuvent encore plus pousser ça. Oui. Oh, ça va continuer en 2026, j'en suis convaincu. Malheureusement. Malheureusement, oui. Hey, merci beaucoup, Prof Caron, JF Caron, merci beaucoup d'être venu ça fait sur plaisir. Le podcast, man. Pour vrai, c'était vraiment le fun, c'était cool de t'avoir en vrai pour cette fois-là. Prochaine fois que tu vas être de retour au Canada, tu me lâcheras un whack. Tu me lâcheras un whack puis tu passeras ici. Je sais où t'habites maintenant. Exact. Man. Fait qu'un gros merci d'être venu au podcast. C'est super apprécié. Je dois te dire un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Un énorme merci de commanditer le podcast. Si vous voulez avoir du bon café, si vous voulez des bonnes cafetières, vous pouvez aller les voir, procafetière.ca. Ils sont rapides, sécuritaires, puis vous pouvez passer toutes vos commandes. Puis ils t'offrent une poche de café du WhatsApp Podcast. Super. T'emmèneras ça avec toi. Merci. En Arménie. En Arménie, à Yerevan, oui. Tu leur montreras c'est quoi du bon vrai café. Du bon café avec peut-être un peu de cognac. Ça va être bon. Puis si vous voulez m'encourager, que vous aimez ça le podcast, puis vous aimez ça, que vous voulez que ça continue, ben je vous encourage à vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. Vous pouvez écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard. Puis en plus, sans publicité. Fait qu'un énorme merci à tous mes Patreons. Et je te laisse le mot de la fin. Si le monde veut te suivre, si le monde veut t'écouter, tu fais ton podcast aussi. Ouais, je fais mon podcast à tous les dimanches soirs avec Jocelyn Coulon. Ça s'appelle L'État du monde. Et puis, les gens peuvent me suivre aussi normalement les lundis ou les mardis matins à Choix, à l'émission de Dominique Moret, ou sur X, JFR Caron. Les gens disent que je suis méchant, mais bon, moi je dis que je suis sarcastique ou cynique, mais bon, à vous d'en juger. Ben oui, vous irez voir ça tout le monde. Fait qu'encore une fois, un énorme merci. Merci d'avoir arrêté. C'est vraiment cool que tu me considères de même, c'est bien apprécié. Fait que à plus tout le monde, un gros merci, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!